qu'au départ, avoir des objectifs petits n'est pas un problème. Parce que les gens, souvent, ils veulent des trucs tellement gros qu'ils y arrivent même pas. Tu vois, c'est tellement gros que t'as pas la sensation de progresser. On comprend pas la différence entre le million et le milliard. Exactement. Et quand tu te rends compte que tu t'étais fixé 1 million, mais déjà, va faire des dizaines de... Va faire des milliers déjà. Exactement. Et oui, effectivement, c'est important, je pense, de pouvoir se fixer des objectifs réalisables. Oui. Mais d'avoir dans un coin de sa tête... Jusqu'où ça peut aller? Je peux comprendre que les gens soient en désaccord. La preuve, j'ai viré mes associés qui ont créé. C'est sur ça que je voulais rebondir. Ça leur a fait du mal. À la fin de la journée, c'est devenu quelque chose où, si je le faisais pas, ça allait détruire ce qu'on a construit. Est-ce que tu dois protéger les gens pour faire du mal aux autres qui ne tiennent pas leurs paroles? Là, j'ai pas de remords. En fait, je me dis, moi, l'éducation financière, c'est ce qu'il faut parce que ça ne commence pas par comprendre techniquement quelles sont les différentes solutions d'investissement qui vont t'enrichir. Ça ne commence pas par ça. Tout à l'heure, je parlais avec mon taxi et je me rends bien compte. En fait, c'est un peu le même phénomène qu'on a en France, mais ici, c'est encore plus flagrant parce que tout le monde s'use au travail. Exactement. Et les gens courent tellement derrière l'argent qu'on dirait qu'ils en oublient leur propre existence. Clairement. Alors qu'il y a une force humaine ici, mais incroyable. On sent le dynamisme, on sent cette énergie-là. Je peux pas m'empêcher de me dire que cette éducation financière, si elle était présente, elle permettrait tout simplement aux gens de se remettre au centre en fait. Can we talk? Ah, ça commence comme ça? Mon gars. Allez, tu chantes. T'as jamais regardé Can we talk? J'ai jamais encore regardé, pardon. Excusez-moi, j'ai pas eu l'occasion. Est-ce que tu connais ce titre-là, Can we talk de Tevin Campbell? Non. C'est un son d'R&B des années 90. Très connu. Un son de crooner, c'est ça? Exactement, un son de lover. Ok. Et depuis, je me suis dit, pourquoi pas initier tout le monde à ce son. Ok, très en bien. commençant le podcast via Can We Talk. Et maintenant, on nous le réclame. Tu vois. Sérieux que vous mettiez la musique? Les gens aiment ma voix suave. Et si, chante, mon ami, chante. Exactement. Ouais. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Can We Talk. Comme vous le voyez, le décor a changé. Je me fonds dans la masse. Voilà. Et je suis pas avec n'importe qui puisque je suis avec Moulay. Moulay qui est un grand entrepreneur sur le continent. J'ai même envie de dire à l'international, mais bon, tu rentreras un peu plus en détail. Essentiellement sur le continent. Tu es également à l'initiative du podcast SOA avec notre cher Kyle Lumumba. Amen. Et que dire? Déjà d'une que l'année dernière, vous m'avez gentiment invité sur votre podcast, donc c'était évident que j'allais vous inviter sur Can We Talk. C'est gentil. Et ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir, on va dire, le Can We Talk Africa avec toi. Yes. Parce que j'ai été touché par le fait que, au-delà du fait que vous m'avez accueilli l'année dernière, tu m'as accueilli également chez toi. Tout le monde ne le fait pas. Ah oui, bien sûr. Mais normal. Ça, ce sont des gestes qui comptent. C'est normal. Et j'avais vraiment envie de te mettre à l'honneur aujourd'hui. Merci. Grosse dédicace à monsieur Tracy Enzo qui est de l'autre côté, dans le nord, là-haut, là-bas. Là. Comme vous le voyez, maintenant, ce sera comme ça. Ça veut dire que de temps en temps, on fera des épisodes à distance. De temps en temps, on fera aussi nos épisodes. Il aura ses invités. J'aurai mes invités. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est toi qui ouvre le bal, Moulay. Enchanté. Bah, écoutez, merci. Comment tu vas, Frangin? Très bien. Écoute, je me remets doucement de la fin de mon aventure entrepreneuriale et je me repose. J'essaye en tout cas. Donc voilà, franchement, je peux pas me plaindre, honnêtement. Tout va bien. On va commencer par parler de ça, sans pour autant rentrer dans le détail, parce que je sais qu'il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas aller. Ouais. Mais du coup, tu as fait un exit. Yes, sir. Parce qu'à la base, tu es fondateur de la boîte Africrea. Oui, cofondateur, exactement. Cofondateur. On l'a créé à 3. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, même si je sais que la plupart des gens le savent, mais ce qu'est Africrea, comment est-ce que c'est devenu Anka et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Que les gens puissent se rendre compte rapidement que tu n'es pas un blagueur. Bon, si l'idée est d'impressionner, en général, on utilise les chiffres, malheureusement. Alors, souvent, ce que les gens retiennent de nous, c'est qu'on a levé plus de 13 millions de dollars. Donc, avec plusieurs investisseurs de haut niveau, comme le cofondateur d'Alibaba, Joe Tsai, comme le plus gros actionnaire de Asso, Zalando, Ander Oxpovsen, et plusieurs fonds d'investissement américains, africains, français, etc. Donc, c'est la levée de fonds qui est notre claim to fame, ce qui est très marrant parce qu'au final, c'est pas forcément le truc qui signifie que tu as réussi en entrepreneuriat du tout. Absolument. Mais c'est ce qui générait le plus de presse et de fantasmes autour de l'argent. Dès qu'on voit des millions, on se dit... Il y a un vrai truc. Le chiffre que moi je préfère, qui est aussi des millions, c'est combien on a permis de générer de revenus pour nos marchands, pour nos vendeurs. On a dépassé au moment où on a vendu la boîte, on était à 60 millions de dollars.
dans 174 pays. Ok. Donc, pour faire très simple, Africrea, au départ, c'était une marketplace pour permettre aux gens d'acheter des produits de créatifs inspirés par l'Afrique. Donc, ça peut être des créatifs africains ou pas du tout, des gens en Afrique ou pas du tout. Donc, nos vendeurs étaient dans 100 pays dans le monde, dont 46 des 54 pays africains. Donc, on avait des vendeurs partout en Afrique qui vendaient tout type de produits. Donc, beaucoup de mode, comme ça c'est une tenue ghanéenne de chocolates, par exemple. Comme ça aussi? Ouah, non. Ça, à mon avis, tu vois, désolé. ça, c'est une très bonne question. Tu vois, ça, c'était les trucs où on hésitait. C'est OK, c'est africain, mais au final, le vrai sujet pour nous, c'était mettre de l'argent dans la main des populations noires. C'est ça notre sujet. Nous, c'était vraiment notre sujet. Parce pour vraiment te dire, on a commencé parce que je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des musées d'art africain partout dans le monde. À l'époque, quand j'étais auditeur, quand j'ai commencé la boîte, je voyageais chaque mois dans un pays différent du monde. Partout où j'allais, il y avait un musée d'art africain. Par contre, je savais en même temps, pour avoir grandi au Mali, que nos artisans au Mali, à cause des problèmes de sécurité qu'il y avait, arrêtaient tous de faire de l'artisanat parce qu'il n'y avait plus de tourisme et devenaient des ouvriers dans des mines. Donc, on perdait en plus en savoir-faire. Donc, ça me perturbait de me dire qu'à côté de ça, tu avais aux États-Unis des plateformes comme Etsy, qui est un peu le modèle sur lequel on a fait Africrea, pour ceux qui connaissent, ETSY, où tu avais 2 milliards de dollars de transactions par an de produits faits main, par basiquement un peu tout le monde, des femmes au foyer, des femmes en reconversion, des hommes un peu manuels. Et je me disais, mais eux, ils font ça. Pendant ce temps, nous, on est là avec un savoir ancestral, il y a des musées partout, mais on ne fait pas d'argent avec. Donc, c'est un peu ça qui m'a titillé. Comment est-ce que ça t'a titillé? Comment est-ce que tu as fait ce constat à ce moment-là? Et pourquoi est-ce que tu t'es dit que toi, tu vas te lancer dans cette aventure-là? En fait, très clairement, il faut se rappeler qu'un truc que je dis souvent aux gens, j'ai la particularité de ne jamais être quasiment celui qui commence les trucs. Même Africrea, c'est pas moi qui ai commencé. C'est même pas moi qui ai eu l'idée. Les gens adorent l'idée, c'est pas moi. C'est-à-dire que l'idée, c'est un ami à moi de l'époque qui s'appelait Yacoub, qui du coup, lui, en fait, je sais pas si vous avez ça aussi, mais tu sais, souvent, après les soirées du samedi, le dimanche, entre noirs, on s'assoit, on discute de l'état du monde, de l'état de l'Afrique, de qu'est-ce qu'il faut qu'on change, de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et moi, ma phrase préférée, c'était « Ok, c'est bien beau de parler, mais vous faites quoi ?» C'est ce que j'adore dire aux gens à chaque fois. Depuis que je suis étudiant, je dis, mais vous parlez beaucoup, mais vous faites quoi? Moi, à l'époque, je faisais plein de trucs associatifs, etc. Ok, etc. d'accord. Donc, tu étais actif. Ouais, alors, moi... Tu te sentais assez légitime, en tout cas, pour mettre les gens face au fait qu'ils ne font rien. En fait, moi, souvent, ce que je dis aux gens, quand tu poses ces questions au début, même des fois, même si toi, tu n'as pas ta réponse, le simple fait de la poser vous oblige à aller vers quelque chose. À vous élever, ouais. Voilà. Et moi, souvent, quand je le faisais, c'est parce que d'expérience, comme j'ai dit, même le fait d'armes que j'avais quand j'étais au lycée, j'ai créé une association avec des amis pour scolariser des enfants démunis au Mali. Parce qu'à l'école au Mali, l'école n'est pas entièrement gratuite. Il faut payer des cotisations au syndicat, il faut payer des tenues, il faut payer des livres, il faut pouvoir aller à l'école. Sachant que toi, tu as grandi au Mali. Ouais, Bamako. De quel âge à quel âge? De zéro. En fait, dès que je suis né à Paris, on m'a ramené immédiatement à Bamako. T'es un mois. Ah, voilà. Je me suis bien quasiment, renseigné. voilà, mais un mois quasiment. Franchement, c'était immédiat. Jusqu'à mes 17 ans, quand j'ai eu le bac. J'ai eu le bac ES, voilà, et puis je suis venu à Paris étudier à Dauphine. Donc vraiment, j'ai fait toute mon enfance. T'es malien dans ta psyché ou pas? C'est fou, c'est une question très compliquée, ça. Alors, je suis malien dans mes habitudes. Je pense que dans ma psyché, j'ai jamais pu l'être. Parce que le point est que toute ma vie, justement, et c'est un problème que j'ai avec le Mali, les gens m'ont toujours dit que j'étais bizarre. Ok. Après, pour leur défense, avec l'expérience, j'ai su qu'on me l'aurait dit si j'étais aussi en France. Alors, dans le monde, on m'aurait dit que j'étais différent. Le problème du Mali, c'était que, comme c'est une société assez traditionnelle, la façon dont on me traitait de différent était assez violente. Il n'y avait pas vraiment d'espace pour saluer, par exemple, le fait que je pose beaucoup de questions. Il n'y avait pas d'endroit où poser des questions était bienvenu. C'était mal vu, c'était chiant. Et en plus, les gens me reprochaient toujours le fait que j'avais un truc que je détestais. C'est quand je demandais aux gens, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et on me dit, ça ne se fait pas. Je dis, mais ça ne se fait pas comment ça? Ça ne se fait pas, c'est comme ça ne se fait pas. Et ça, c'était assez lourd, sans compter le fait que, ne serait-ce que parce que je m'exprime à peu près correctement en français, on me traitait tout le temps de blanc. Donc il y avait plein de choses qui fait... T'as été naturellement mis à l'écart. Ouais, mis à l'écart assez vite, mais depuis que je suis petit, donc c'est pas un truc qui... Donc tu te sentais pas bien dans ton environnement? Non, et ça a toujours été un gros sujet pour moi. Toi, tu parles de Can We Talk de Kevin Campbell. Moi, si j'avais dû faire un podcast, je pense que la musique que j'aurais mis, c'était Linkin Park, Somewhere I Belong. Ok. Tu vois, pour te donner un peu un équivalent, j'écoutais ça en boucle tout le temps. Je trouvais un endroit où je sens que je suis à l'aise, où j'appartiens. Ça devait pas être simple quand même, je pense, d'être dans ta peau. Et après, on reviendra sur Anka, mais voilà, tu ouvres des portes, donc je suis obligé d'y aller. Vas-y, mon ami. Ça devait pas être simple d'être dans ta peau parce que
tu étais dans un environnement où tu te sentais pas forcément bien. Et même à la maison, finalement, on en a un peu parlé, ça se passait pas forcément bien avec le padré. Ouais. C'était quoi ton état psychologique à ce moment-là et comment ça se fait que ça t'a amené un jour à vouloir devenir entrepreneur et changer les choses et quelque part distribuer quelque chose de positif? Parce que je pars du principe qu'un entrepreneur veut distribuer du positif, améliorer le monde. C'est une bonne question. Alors, le truc, c'est que historiquement, mon père était entrepreneur, mais moi, ça m'a rendu allergique à l'entrepreneuriat. C'est ça qui est particulier. Parce qu'il faut savoir que d'ailleurs, mon père, qui écoute souvent les podcasts qu'on fait, quasiment tous maintenant, parce qu'on s'est bien rabiboché depuis, et il a fait beaucoup d'efforts de son côté aussi pour passer outre son éducation, ses habitudes, et du coup, essayer de nous comprendre. Donc les podcasts, pour lui, c'est l'occasion d'essayer de comprendre ce qu'on fait. C'est bien, c'est beau. C'est beau, il faut lui reconnaître ça, et c'est pas commun. Il est tout sauf quelqu'un n'est pas curieux, mon père. Il a beaucoup de défauts que je peux lui reprocher, mais il a beaucoup de qualités aussi. Et pour la petite histoire, c'est que mon père était un entrepreneur il a créé la première agence de tourisme au Mali. ATS, qu'il a il a créé quand je suis né, il a monté le truc et il a commencé de guide. Vraiment, il était le guide de la boîte, le DG, il faisait tout. Donc, quand tu imagines ça, ça veut dire que forcément, mon père était pas énormément présent. Et une première chose qui m'a rendu allergique à l'entrepreneuriat, c'est que mon père est quelqu'un de très, on va dire, décisif, très carré. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les trucs qui n'ont pas de sens. Alors, quand j'étais petit, je donne un exemple. Quand je demandais de l'argent pour aller faire quelque chose, mon père me demandait un budget. Tu vois, c'est des outils que j'ai gardés après, donc c'est forcément une qualité, mais ça crée une situation où forcément, moi, l'entrepreneuriat, pour moi, tel que je le voyais, c'était un truc de gens qui sont jamais là et qui, quand ils sont là, font chier tout le monde à donner des conseils. Franchement, et... Il te donnait pas assez de l'humain, quoi. Voilà, il n'y a pas assez de trucs. Comme je dis souvent, le truc que je pense que mon père n'a pas su faire, et c'est normal, parce qu'il n'avait pas l'éducation ni l'espace pour, c'était prendre du temps pour faire des choses que moi, j'aimais. Mais il m'imposait plein de trucs. En plus, il avait forcément, comme beaucoup de darons africains, il avait l'inquiétude de me transmettre des choses. Que je parle bambara, ce qu'il a réussi, que je sache comme un homme, je sais pas, mon père, par exemple, il me faisait toujours venir visser des choses ou monter des choses dans la maison. Ce qui fait que je sais monter des choses. Je suis un petit peu manuel. Lui, il est énormément, donc je suis très mauvais comparé à lui. Mais je suis bien mieux que la plupart des mecs. Mais j'aime pas particulièrement ça en plus. Ok. Donc pour te dire, tout ça faisait que l'entrepreneuriat, quand moi j'étais petit, je me souviens, j'ai dit une phrase à mon père, on disait, je veux jamais être comme lui, c'est un métier de merde. Donc tout mon lycée, mes études, ma préoccupation, moi, c'était de trouver un boulot où je travaille le moins possible, où je suis le plus payé. Donc c'était absolument pas l'entrepreneuriat. C'est juste que je pense que mon tempérament, en réalité, a toujours été de faire des choses quand je pensais que quelque chose devait arriver. J'ai jamais été le gars qui dit quelque chose doit arriver et ne pas essayer de le faire. Je pense que c'est peut-être un truc qui est particulier. Et comme je suis pas un gars qui, comme je dis souvent, c'est pas moi qui amène les idées. Tu vois, même l'association qu'on a fait quand on était au lycée, j'avais 14 ans, c'est pas moi qui ai l'idée, c'est mes amis, dont Doukolo, Louis Cheikh, on était 6, Sambala, qui sont venus, on parlait de ça. On disait, mais en fait, nous, notre chance en vrai, ok, on a de l'argent, ok, on est privilégié au Mali, mais c'est quoi notre vraie chance? Donc pendant des nuits, tu sais, t'en parles quand t'es enfant et tu te dis, mais notre vraie chance, c'est qu'en fait, on sait lire. Donc on se rend compte petit à petit que le vrai sujet, c'est aller à l'école. Quelle que soit, aussi mauvaise que soit l'école, aussi dure que soit l'école, c'était déjà ça. Il faut savoir un autre truc que les gens ne savent pas, c'est que ma mère est prof. Okay. Ma mère est prof de musique, donc pas forcément un truc très... Mais ça reste quand même... Ouais, donc ma mère a toujours mis au cœur de la chance qu'on a de savoir s'éduquer, lire. Ma mère l'amour de l'apprentissage. Voilà, de l'apprentissage. Je voyais que les autres ne pouvaient pas. Donc c'était ça. Et ça, tu vois, c'est pareil. C'est un truc, on en parle. Mais ça, je dis, j'avais 14 ans. On en parle et un jour, on s'est dit, bah, on peut faire un truc. On a quand même de l'argent, nous, et les gens qu'on connaît ont de l'argent. Mais ce qu'on a de particulier, ça, je pense, c'est là où tu as la graine entrepreneuriat, c'est j'ai jamais voulu juste faire pour faire. C'est-à-dire que, par exemple, on s'est dit, OK, si on le fait, comment on fait pour qu'un jour, on scolarise 1000 enfants, 100 enfants? On peut pas le faire juste les enfants qu'on croise. Et on a fait un truc qui, je pense, c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est qu'on allait poser des questions aux gens en direct qui sont dedans. Donc, on est allé voir des directeurs d'école. Et ça, je pense, c'est peut-être ce qui est différent entre nous et la plupart des gens. Beaucoup de gens, quand ils lancent un projet, une initiative entrepreneuriale, associative, ce que tu veux, ils font tel que ça leur vient. Ils sont ex nihilo, comme je dis. C'est vraiment de leur intérieur. Ils veulent créer quelque chose. Ils s'en foutent de si c'est cohérent ou pas avec la réalité. Quoi qu'il arrive, l'éducation financière dans notre communauté est vitale. Parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres et qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Wow. Et si tu dépenses tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Ils t'ont toujours appris la même chose depuis que tu es enfant.
Travail dur. Travail dur, mais à aucun moment on t'a appris à faire fructifier ton argent. Résultat, tu avances dans un monde capitaliste avec des codes, avec des schémas et tu ne détiens pas les armes qui peuvent te permettre d'accéder à ta vraie liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Nekao School. Et pour être clair avec toi, c'est pas juste une simple formation. Il s'agit véritablement d'un mouvement. L'objectif est très clair, c'est de faire passer notre communauté d'un héritage dit post-colonial À une souveraineté concrète, sans magie, sans artifice, et de façon très simple. Premièrement, en reprenant le contrôle de nos finances, en changeant notre rapport à l'argent, en s'intéressant au monde de l'investissement, en s'intéressant également à la transmission. Et aujourd'hui, toutes les clés sont là, devant toi. Mais avant de voir un changement collectif, c'est à titre individuel que l'on doit changer. Et là, c'est là que toi tu interviens, parce que c'est à toi de te prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que personne t'a dit que tu devais le faire seul. Et c'est exactement pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Donc si toi aussi, oui toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Tu veux 1. Sortir du brouillard financier. 2. Enfin comprendre les règles du jeu capitaliste. Oui, on vit dans un monde capitaliste. Et 3. Rejoindre une communauté qui a décidé d'avancer main dans la main ensemble. Alors on n'attend plus que toi. À l'heure où on parle là, c'est plus de 500 personnes qui ont décidé d'avancer ensemble pour comprendre, saisir et implémenter des réalités que malheureusement ils ne maîtrisaient pas. Donc n'hésite pas, surtout que tu sais quoi, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que tu as en bas là dans la description. S'il te plaît, n'attends pas que le monde change. Deviens le changement. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. Moi, j'ai toujours eu ce truc de... Je pense, parce que comme j'ai du mal souvent à comprendre comment les gens normaux, on va dire, fonctionnent, j'ai toujours eu l'humilité de dire, je demande d'abord. J'essaie de comprendre pourquoi. C'est très, très rare que tu me vois présumer de savoir ce que les gens veulent. Mais c'est ça qui me rend curieux, c'est comment ça se fait que ça fasse partie de ta personnalité de te demander... Parce que mine de rien, c'est ça en fait qui te différencie, si je comprends bien, Exactement. par rapport à l'univers dans lequel tu as grandi et par rapport à la personne que tu es devenue aujourd'hui. Ouais. C'est le fait de te poser des questions. Ouais. Si ça vient pas de l'environnement dans lequel tu étais, si ça vient pas de ton père, ça vient peut-être de ta mère qui t'a... Je sais pas, c'est un mix de tout. Alors après, je regardais beaucoup de mangas aussi. Dans les mangas... Ah, ça, on apprend beaucoup de choses. Voilà, dans les mangas. gens négligent, mais je pense que beaucoup de ce que tu consommes façonne aussi ta façon de penser. Dans les mangas, c'est toujours ce truc aussi de poser des questions et trouver quelle est ta quête. Et moi, j'ai toujours cette notion aussi de faire avec les gens. J'ai jamais voulu faire un truc solo. Tu vois, typiquement, les gens pourraient penser, vu mon caractère, que j'aime faire des choses seul où je prouve que je suis meilleur que les autres. Alors qu'historiquement, tout ce que je fais, c'est je suis avec des gens que j'apprécie, il y a quelque chose qui nous dérange, qu'on veut essayer de changer, et on le fait ensemble. On y arrive, on n'y arrive pas, on y arrive plus ou moins. D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que la plupart du temps, franchement, on y arrive, on fait des trucs dont on est fier. Donc c'est ça, je pense, qui est le truc principal. Donc, ce que t'aimes au final dans l'entrepreneuriat, c'est les gens. C'est ça en fait, c'est de faire quelque chose qui part d'un constat que tu fais avec les gens que t'aimes. Exactement. Et vous lancez Exactement. ensemble pour Vous vivre faites- une belle Ouais. aventure. Pour moi, c'est ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est juste une forme de vie. Mais la vie, pour moi, c'est ça. Parce qu'en vrai, on passe plus de temps avec les gens dans notre boulot qu'avec notre famille même. Si tu fais le calcul en heures, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais en fait, tu passes plus de temps avec les gens avec qui tu veux faire des choses qu'avec les gens juste que tu apprécies. Donc, autant essayer de faire les deux. Et à l'époque, j'étais enfant, hein, c'était pas un truc... Mais c'est marrant parce que ouais, t'as été quelqu'un qui a été esseulé dans ton enfance, mais finalement, t'as toujours eu cette envie de faire quelque chose avec les gens. autres. Ouais. C'est peut-être une contre-réaction. Exactement, là, c'est une tu vois, contre-réaction. Et du coup, le constat, c'était on va demander aux gens. Donc, pareil, les directeurs d'école, on a demandé. Je suis allé voir le directeur d'école en leur disant, ah, mais les gars... donc, c'était même pas... Je me souviens, c'est Doukolo qui allait en premier. Parce que, alors, la particularité, c'est que l'un d'entre nous, son père était président de la République. Ok. Mais aussi un ancien prof. D'accord. Donc, c'est pour te dire le niveau de privilège auquel on avait accès. Donc, c'était quand même un truc où, tu vois, je peux pas dire que c'est facile pour tout le monde de faire ça. Mais nous, ce que je reproche toujours aux gens maintenant en Afrique et ailleurs, c'est quand tu es dans l'élite, tu as une certaine responsabilité. C'est ça qui est perturbant. C'est que les gens ne se rendent pas compte, quand tu gagnes plus, quand tu as eu plus au départ, pour moi, il y a une responsabilité, et ça, c'est, je pense, ma mère, l'éducation ou même les mangas. Quand tu es fort dans un domaine, tu as une responsabilité que les faibles, au moins, tu essayes de voir si parmi eux, il y en a certains qui peuvent bénéficier de ton aide.
Dans chacun de tes projets, parce que tu dis que tu t'es jamais lancé seul, tu penses que c'est toi qui as insufflé cette énergie de se dire, il y a un constat, il faut qu'on trouve un moyen d'aider un maximum de personnes? Parce qu'en vrai, je le retrouve dans ton association au Mali, je le retrouve dans Africrea ou Anka, et je le retrouve dans le podcast également. Ouais, dans le podcast, tu vois, par exemple, le podcast, c'est un bon exemple où, même Anka, si tu regardes, les gens commencent sans moi. Parce que Africrea, Yacoub avait déjà acheté le nom de domaine africrea.com. Il avait déjà commencé à essayer de faire un site lui-même. Il était ingénieur informatique et pas développeur. Ça n'en était vraiment pas à zéro. Ouais, en général, les gens sont rarement à zéro quand ils viennent me voir. Franchement, c'est assez rare. Kai, c'est pareil. Entrepreneur Sector Africa, la chaîne, il y avait déjà des dizaines de vidéos. D'ailleurs, il m'avait invité. J'étais invité dans le podcast comme d'autres gens. On a fait des vidéos ensemble. Ce qui se passe, je pense, c'est qu'en général, les gens commencent des choses. Et en fait, quand moi, je rentre dans le truc, j'ai une intensité qui est assez rare. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas faire un truc approximatif. C'est-à-dire que si je rentre dans un truc, il faut qu'on le fasse au max. Je ne sais pas faire un truc genre par-dessus la jambe. Même quand je fais un truc à mi-temps, je vais le faire au max. Et surtout, j'aime pas faire des trucs sans objectif. C'est-à-dire que si je rentre dans quelque chose, c'est parce qu'on a un goal. Je rentre pas dans un truc... T'es un exécutant et tu permets du coup à celui qui, à la base, a l'idée de pouvoir faire en sorte que son idée aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, c'est vraiment ça mon truc. C'est de dire, franchement, OK, en vrai, voilà ce que je pense que tu veux faire. Si la personne est chaude pour faire ça, là, moi, ça peut me motiver. Si je me dis... Parce que je me souviens quand on a commencé Africrea, tu vois, c'était pas loin. Hein. Africrea, quand on a commencé, on se disait juste, bon, ben, si on réussit à le faire, si on fait 500 € par mois à côté de notre boulot, c'est bon. L'ignorance. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours. Mais voilà, je sais pas si c'était pareil pour Nekao ou c'était la même chose. Bah, non, pas à l'étape de Nekao, mais parce que tu sais, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai commencé dans la gestion de patrimoine. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai commencé à faire du coaching et on parlait déjà avec Tracy. Et on a décidé de se lancer dans cette aventure. Et quand on a décidé de se lancer, c'était pas pour gagner 500 € par mois, mais... Oui, vous avez déjà formalisé. On se disait déjà au début, bon, si on se fait un petit... Mais le coaching, peut-être, c'était là le petit truc où tu faisais un peu de... Ouais, en fait, j'ai eu mes premières datas, plus ou moins. J'ai pu tester le marché en direct. J'ai vu qu'il y avait un potentiel. Je savais que les gens étaient prêts à payer pour mes connaissances. Et c'est particulier de vivre ça parce que quand tu es conseiller en gestion de patrimoine, surtout dans la façon dont je travaillais, j'étais payé dès lors que les personnes que j'accompagnais mettaient en placement les produits que je leur recommandais. Genre, assurance vie, plan d'épargne retraite, etc. Sinon, je t'ai pas payé. Mais c'est différent quand les gens viennent te payer pour ton savoir. Tu vois. Et ça, là, dès que j'ai eu cette certitude-là, je savais qu'il fallait que je développe quelque chose dans ce sens-là. Mais les premiers objectifs qu'on se faisait avec la Nekao, c'est clair qu'ils étaient très loin de ce qu'on vise aujourd'hui. Non, c'était plus petit. C'était beaucoup plus petit, oui. Ben oui, dans ce sens-là, oui, dans ce sens-là. Mais c'est un truc que moi, je trouve qui est passionnant, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'au départ, avoir des objectifs petits n'est pas un problème. Non, c'est... Parce que les gens, souvent, ils veulent des trucs tellement gros qu'ils n'y arrivent même pas. Tu vois, c'est tellement gros que tu n'as pas la sensation de progresser. C'est parce qu'on ne comprend pas les échelles. Je trouve que tu en parles très bien quand tu dis qu'on ne comprend pas la différence entre le million et le milliard. Exactement. Et quand tu te rends compte que tu t'étais fixé à 1 million, mais déjà, va faire des dizaines de... Va faire des milliers déjà. Exactement. Commence par là. Et oui, effectivement, c'est important, je pense, de pouvoir se fixer des objectifs réalisables. Mais d'avoir dans un coin de sa tête... Jusqu'où ça peut aller. Tu vois, je donne un autre exemple que les gens ne savent pas, c'est quand je suis arrivé à Dauphine. Parce que Dauphine, ça reste quand même la sainte mère des écoles, la plus blanche des universités de France, je pense. Franchement, quoique peut-être dans le sud aussi, ils ont des universités très blanches. Mais nous, c'était vraiment dans le 16e, Porte Dauphine, que des gens... c'est pas compliqué, je crois que l'amphithéâtre de la première année, quand je suis rentré dans la salle, on était 800 élèves, on était 6 noirs. Et c'est pas compliqué, les 6, on se voyait. C'est-à-dire qu'on est tellement peu, tu vois les 6 noirs. Dès qu'on est rentré dans la pièce, on se voyait. On savait qu'on était 6. Et c'est assez vite, tu vois. Je pense que la première année est passée, sans vraiment faire des liens avec les gens. Parce qu'en plus, je suis pas un gars qui va vers les gens spontanément. Et la deuxième année, en fait, tu as des gens qui sont venus vers moi, dont Villan, qui est du coup un très très bon ami maintenant, qui lui avait lancé du coup une association de la diversité à Dauphine. Donc c'est même pas l'association des Noirs seulement, hein. On avait les Caraïbéens, du coup, forcément, mais on avait aussi les quelques Latinos qui traînaient par là. On avait Thibaut, un de mes meilleurs potes, qui, du coup, lui, était du Brésil. On avait récupéré tout le monde. On avait tout le monde, les Arabes, les Noirs, tous ceux qui ne sont pas blancs, grosso modo. Il a commencé à dire, mais il faut qu'on fasse des trucs ensemble.
Moi, je lui disais, mais frère, c'est pas parce qu'on est basanés qu'on va faire des trucs ensemble. Franchement, je vois pas qu'est-ce que tu... Toi, je t'aime bien, t'es cool, mais les autres, pourquoi on va faire des trucs ensemble? Et je me souviens, il a réussi, et c'est ça que j'aime beaucoup avec les gens qui sont dans la fédération, c'est qu'il m'a dit, non, mais déjà, faisons une fête. Les fêtes de Dauphine, c'était de la techno. Les gens passaient toute la soirée à boire, être bourrés. En fait, c'était pas notre ambiance. Donc, il dit déjà, essayons de faire une fête. Ok. Avec de la bonne musique, de l'ambiance qui nous parle. J'ai dit, bon, ça, c'est un projet sur lequel je peux Normalement, rentrer. Tout le monde peut rentrer. Mais assez vite, tu vois, on s'est rendu compte que fête, c'était compliqué. Parce que fête veut dire à Paris, loin, un lieu, payé, non. Donc au début, on s'est juste dit, qu'est-ce qu'on va faire à Dauphine? Je sais plus comment on est arrivé à ça. On a dit, bon, on va faire une dégustation. On va juste faire des plats des différents pays dont on vient. Bon, moi, je n'étais pas un grand cuistot, donc j'ai fait une salade de fruits. On se calme tout de suite. Mais tu C'est vois, l'intention qui compte. voilà, mais la dégustation, le truc, c'est devenu un truc où on commençait la dégustation dans une des salles de l'école à genre 16-17 heures. Le truc finissait à 2 heures du mat. C'était une soirée, en fait. Et petit à petit, après, on a fait des grosses soirées dans des péniches. C'est devenu énorme. On a fait des soirées à 500 personnes. Donc, tu vois. Donc, pour te dire, je pense pas que... Non, ça part pas de zéro. C'est juste, je pense que, en général, les gens, quand ils viennent me voir, qu'ils ont des projets intéressants, j'essaye de les aider à structurer. Et quand ça me passionne moi aussi assez, en général, c'est une fonction d'à quel point j'apprécie travailler avec la personne, je m'implique. Ok. Et intensément. Ok. Donc c'était ça. Donc ouais, effectivement, c'est ça qui était vrai chez Anka. On a commencé avec Africrea, c'était juste une marketplace. Au début, on voulait faire d'abord les gens en Afrique. On s'est rendu compte qu'en Afrique, il y a des problèmes de paiement et de logistique. Et là, on l'a découvert en allant à des événements à Paris, qu'en fait, il y avait plein de gens à Paris, de la diaspora, qui faisaient plein de produits inspirés par l'Afrique, mais qui n'avaient pas non plus d'endroit où vendre. Donc on a commencé là, après, ainsi de suite, boule de neige. On a dû se rendre compte qu'en fait, ce qu'on faisait, c'est une start-up. C'est pas un petit projet sur le fun. Parce que là, on s'est dit, mais en fait, il faut lever de l'argent. Quand Et on donc a une vu... start-up, c'est toujours un esprit particulier parce que le but, Ouais. c'est pas forcément la rentabilité dans Ouais. l'immédiat, mais c'est la croissance. Amen. Amen. Donc on a ben, pour moi, c'est un autre sport. C'est comme j'aime bien dire, l'entrepreneuriat, c'est un sport, de manière générale, mais il y a différentes disciplines. Sauf que les gens ne se le disent pas. Chaque industrie, c'est une discipline différente, avec des règles différentes, etc., etc. Donc oui, typiquement, une startup, il y a des règles, c'est la croissance, il y a des règles sur il faut que l'associé soit un développeur. Il faut un développeur dans les associés. Ok. Parce que plein de gens Tu ne savent m'apprends pas. quelque chose. Ça, c'est une règle, par exemple. Si tu fais une startup en pensant lever de l'argent, il y a plein de règles implicites que tu ne connais pas, que nous, on a mis 2 ans à apprendre. Par exemple, tu n'auras jamais de levée de fonds quand tu es à mi-temps. Ça, c'est Ouais, un t'as truc 100% engagé. 100% engagé depuis un certain temps, au moins 6 mois, pour être très clair. Tu n'auras jamais de levée de fonds. Oui, parce qu'en vrai, on investit surtout dans le porteur de projet. Amen. Mais les gens ne le savent pas, parce que dans d'autres domaines, ça pourrait passer. Mais parce que ce n'est pas les mêmes règles. Pareil pour si dans les associés qui ont plus de 30%, il n'y a pas de développeurs, c'est peu probable que tu réussisses à lever. Ok. T'as plein de règles comme ça. Je pourrais t'en donner 10 000, mais bref, on a fait une formation à part On en avec avait SOA aussi là-dessus. un peu parlé avec Ibrahima. Il disait qu'il y avait des étapes que tu fais pas rentrer des business angels sans VC. Exactement. Une fois que tu as les business angels, après, il y a les phases de VC. seed, ouais, de seed. Voilà. Ensuite, tu vas chercher les VC. Vous êtes allé jusqu'où, vous, comme ça? Ben, on est allé jusqu'à la Serie A, donc on a levé Ok. avec des VC. C'est comme ça qu'on a levé. Il y a même la Banque mondiale qui a investi à un moment, donc on a vraiment levé des très très gros montants. Mais au final, le plus important, ce que les gens doivent retenir, c'est quoi? Au final, quand j'ai compris les règles du jeu, après, il faut être all-in. Ouais. Le problème souvent des gens, c'est que les gens pensent que c'est l'information qui leur manque, alors que de mon expérience, ce qui manque aux gens, c'est pas l'info, c'est l'action. C'est-à-dire que des fois, l'info est disponible, ils savent ou ils peuvent savoir quoi faire pour avoir ce qu'ils veulent, mais ils ne font pas les actions qui les amènent là où ils veulent aller. C'est-à-dire que typiquement, nous, quand on a su que ça fallait être à plein temps, on s'est mis à plein temps. Et Yacoub et Lamine, qui étaient avec nous à cette époque-là, qui avaient rejoint, ils avaient l'info, mais ils n'ont pas pu se mettre à plein temps. Ils n'ont pas voulu se mettre à plein temps. Ok. Et c'est pour ça qu'on les a sortis. Ok. Dans les cris, dans les pleurs, dans les larmes, jusqu'à ce jour, ils ne me parlent plus et c'est un truc qui m'attriste. Waouh. Faudrait que... Ce serait bien qu'on fasse une petite pause dessus parce que tu as ouais. commencé tout à l'heure en me disant que c'était tes amis. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment où tu t'es dit il faut que tu enlèves tes amis de l'aventure? Non, alors là, je te passe un an de débat, un an de souffrance. C'est pas compliqué. Une fois qu'on a notre première grosse opération, le labo ethnique, pour ceux qui connaissent en 2014, on avait fait une belle opération de com avec un peu de hacking pour pouvoir avoir plein de vendeurs et plein de ventes. Donc, pour la première fois, nos ventes, qui étaient 1 ou 2 ventes par mois, sont passées à, on faisait 2 000 € de ventes par mois. Donc, c'était énorme pour nous.
On a eu un article dans Le Monde et on a eu un premier investisseur qui nous a contacté en disant « Je veux investir » et qui nous a dit « Je veux bien investir, mais par contre, il faut que vous soyez à plein temps. Qui chez vous est le dev ?» Tu vois les questions que je t'ai dit. Nous, on l'a dit. On a dit « Mais les gars, tac, 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 ça colle pas. Faites pas une SARL, faites une SAS. Plein de choses. » Donc, août 2014, on s'assoit. Sachant que la structure, la société était en France. Oui. Au début, c'était en France. Ouais. Et du coup, quand on se dit ça, on se dit, alors on veut lever des fonds ou non? Oui. Tous les 4. Donc il y avait Yacoub qui avait l'idée, Lamine qui nous a rejoint après, qui était aussi le grand frère d'un de mes amis d'enfance. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé de passer par la levée de fonds plutôt que le bootstrap? C'est une très bonne question. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se rendait compte que le développement technologique coûtait extrêmement cher. Ouais. Et qu'en fait, la vitesse à laquelle, même avec de la croissance de revenus, vu qu'on prenait à l'époque 5%, même avec des revenus qui explosent, on n'arriverait jamais à payer et les équipes et trucs. Donc, c'est le produit qui fait ça. C'est le produit. Et c'est une très bonne question que tu poses parce que c'est une question de quel modèle. Si on avait réussi à faire une marketplace, par exemple, où on prenait 20-30% du volume, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette question de... C'est à quel point tu réussis à avoir quelque chose qui est financièrement stable. Donc là, on s'est dit, croissance, ça veut dire start-up. Et je pense que, pour être très clair, moi, je ne connaissais pas c'était quoi une start-up à l'époque. Donc, c'est même pas un fantasme. Je ne savais pas c'était quoi. Et ce qui nous a vraiment poussé, c'était quand on a... C'est pas Yacoub, je pense aussi, qui nous a beaucoup dit « Non, mais attendez, c'est une start-up, il faut qu'on fasse aussi. » Et qui nous a vraiment montré ce monde-là. Il y avait The Family qu'on a rejoint l'incubateur après, etc. Ah, d'accord. Vous étiez... Donc, vous étiez, juste après. Vous fréquentiez les Oussama Hamma. Ouais. De très proche, Oussama, vraiment. Je peux te dire ce que je veux sur lui aujourd'hui. Je désapprouve beaucoup de choses qu'il a fait, y compris ce qu'il fait maintenant. Mais il m'a appris énormément. Qu'est-ce que tu désapprouves dans ce que fait Oussama Hamma? Tout, enfin, non, pas tout, c'est ma curiosité qui parle. Non, je te jure, c'est tout. Mais alors, pour moi, déjà, bon, après, je suis un gars, pareil, comme tu dis, d'équipe, d'un gars de team. Je peux pas entendre quelqu'un, surtout lui, qui a déjà eu des cas où il a créé des boîtes avec des gens, où c'est très mal passé, dire publiquement sur LinkedIn, oui, j'ai pris l'argent de mes associés et c'est OK parce qu'ils me devaient de l'argent. Que ce soit vrai, que ce soit faux, tu ne peux pas, quand tu es quelqu'un qui prône le sentiment limite de famille, The Family, c'était le nom du bordel, tu stabs pas ta famille dans le dos comme ça et dire c'est OK. Genre parce qu'ils me devaient de l'argent. Non. Je suis surpris de ce que tu me dis parce que je sais que tu aimes les gens différents, tu aimes les gens déviants. Ouais. Lui, c'est vraiment quelqu'un de déviant. Oui, non, mais pour le coup, c'est ça qu'on s'entendait bien, il n'y a pas de problème. Mais la déviance ne justifie pas de faire du mal aux autres. C'est là où moi, je mets toujours la barre. Quand moi, je veux enfreindre une règle, mon premier réflexe, c'est de dire déjà pourquoi la règle existe. La plupart du temps, les gens ne savent même plus pourquoi la règle existe. Mais en admettant que tu ne saches pas pourquoi, mon baromètre, c'est est-ce que ça fait du mal aux gens? C'est ça, à la fin de la journée, c'est à ça que ça se mesure l'être humain, en fait. Tu peux pas... Enfin, je peux comprendre que les gens soient en désaccord. La preuve, j'ai viré mes associés qui ont créé. C'est sur ça que je voulais rebondir. Ça leur a fait du mal. Mais à la fin de la journée, c'est devenu quelque chose où, si je ne le faisais pas, ça allait détruire ce qu'on a construit. Et ça allait surtout faire du mal à mon meilleur ami, du coup, Kader, qui nous avait rejoint, qui était le 4e à nous avoir rejoint, qui lui avait tout donné pour ça. Donc quand ça devient un truc de est-ce que tu dois protéger les gens auxquels tu tiens pour faire du mal aux autres qui ne tiennent pas leurs paroles, là, j'ai pas de remords. Ça, alors c'est là où tout un combat éthique arrive. Et moi, la mesure de l'éthique pour moi dans ces cas-là, c'est à quel point tu as dit les choses aux gens. À quel point tu as été clair. Et nous, on a eu 1 an, donc à partir de août 2014 jusqu'à juillet 2015, juillet 2015, pendant 1 an, chaque fois qu'on se voyait avec mes associés, là, avec les 4, le débat était pourquoi vous ne vous mettez pas à plein temps? Pourquoi vous ne donnez pas les parts à Kader qu'il mérite? Parce que pour que Kader rentre dans la boîte, mon meilleur ami, ils lui ont mis un challenge de ramener 100 vendeurs. On en avait 30. Il a rempli en 3 mois l'objectif. Malgré ça, il ne voulait pas lui donner les parts. Après, le débat est devenu, mais si vous ne voulez pas vous mettre à plein temps, donnez au moins les parts à Kader, lui et moi, on va aller à plein temps. Le danger pour eux était, mais vous êtes tellement à fond, si on vous donne suffisamment de parts pour faire 51% de vote à vous deux, vous allez nous sortir. Donc, ils ne voulaient pas. Après, c'est devenu toute une histoire de... Nous, on a dit, bon, OK, en admettant que vous ne vouliez pas, dans ce cas-là, vous ne mettez pas à plein temps, vous avez de l'argent, mettez de l'argent dans la boîte, qu'on puisse développer. Ça aussi, les gars n'ont pas voulu. Et donc, quand pour moi,
fait, ils géraient un peu ce projet comme une planque au final. Oui, non, mais je pense même pas que c'est ça. C'est pire, Alors, pour leur défense, ce que je dis souvent aux gens, ils avaient des super intentions, mais pas les actions qui allaient en face. Ils prenaient ça comme étant leur projet, et leur projet devait aller à leur rythme. C'est ça, je pense, la réalité que beaucoup d'entrepreneurs, je pense, vont rencontrer. Quand tu t'associes avec quelqu'un, la vraie question, c'est aussi à quel point vous êtes aligné sur le rythme auquel vous devez aller. Et ça, c'est un truc en plus qui change dans l'histoire. Vous pouvez au début être aligné sur être à fond, et un d'entre vous, parce que sa vie change, veut ralentir. Ou au contraire, un d'entre vous, sa vie change, il veut accélérer. Et ce ralentissement allait à l'encontre de la façon dont fonctionnait la boîte, de par sa structure qui veut que cette boîte ne peut qu'exister avec de la croissance. Oui, et surtout le pire, c'est que la réalité, et moi ce qui devenait très grave, c'est que même nos clients commençaient à en avoir marre qu'on promette des choses qu'on ne délivre pas. Et moi, je vis très mal le côté où tu fais des promesses aux gens, tu sais quoi faire pour délivrer et tu le fais pas parce que, en fait, ton pote, ton ami... Par manque de professionnalisme. Oui, voilà, mais l'excuse était bonne. Mes amis avec qui j'ai créé la boîte ne voulaient pas faire ces choses-là. J'aurais pu me cacher derrière ça. Et moi, c'était hors de question parce que j'étais en mode, bon, écoute, à un moment, moi, je suis prêt à risquer ma vie parce que j'ai quand même quitté un boulot qui payait super bien et que j'aimais beaucoup. Parce que contrairement à beaucoup de gens, moi, j'insiste, j'adorais mon taf. Ok. C'était quoi, très rapidement? J'étais auditeur interne chez Alstom et j'adorais mon taf. Quand j'ai quitté, Alstom devait être acheté par GE et je pouvais prendre en charge tout l'audit IT du groupe GE. Donc, je voyais ma carrière. Moi, j'étais là, calé. Je me disais, tac, tac, je fais ça. Pour quelqu'un qui n'aime pas l'entrepreneuriat, qui ne voulait pas être entrepreneur. Ouais, franchement. Mais moi, j'étais calé sur ma carrière. T'as mis les deux pieds dedans. Mais oui, voilà. Mais j'étais sur ma carrière, frère. Et c'est vraiment le truc qui m'a changé. Pourquoi je suis en entrepreneuriat et que j'ai dit, je vais me mettre à plein temps, c'est ma mère. C'est quand ma mère m'a fait réaliser que Africrea, c'était la première fois où ça changeait comment moi-même je consommais de l'Afrique. C'est-à-dire que ma mère m'a dit, elle a commencé à se moquer de moi en me disant, mais toi, je comprends pas. T'as grandi toute ta vie au Mali. Même pour te faire mettre un bazin, c'était un problème. Par contre, maintenant, depuis 1 an, ton téléphone, il y a du wax dessus. Toutes tes tenues, il y a un peu de wax. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et ma mère a commencé à se moquer de moi. Elle m'a dit, mais en fait, toi, tu snobais tout ce qui était africain. Et maintenant, t'es monsieur ambassadeur d'Afrique. T'es dans plein d'événements africains. Et ça, c'était un changement pour moi. Parce que ça, c'était plus que l'argent. Je me suis dit, si Africrea, le projet, pouvait me changer, moi, de cette manière, d'une part, je voulais être changé comme ça, je voulais faire plus de choses avec les Africains, faire plus de choses pour l'Afrique, mais aussi, je voulais que plus de gens expérimentent ça. Et c'est ça qui a fait que je me suis mis à plein temps. C'est pas le fait qu'on lève des fonds, c'est pas tout ça. Je me suis dit, mince, en fait, la personne que je deviens est plus intéressante que la personne que je devenais en devenant auditeur IT responsable de GE. T'as eu la sens t'as trouvé un sens. Exactement. T'as trouvé un sens. C'est le sens. C'est pas l'argent. Et donc, du coup, les autres, le sens qu'ils y trouvaient n'était pas suffisant pour prendre ces risques. Donc, c'est ça qui m'a obligé à les arrêter. Mais pour faire ça, j'ai dû passer par aller voir leur famille. Donc, j'ai vraiment fait un truc, je suis allé loin. C'est-à-dire que j'ai dû les asseoir avec leurs familles respectives, qui est aussi mes familles. Enfin, on est africains, donc c'est mes familles jusqu'à maintenant. Tu t'es appliqué sur la forme. Oui, et je leur ai dit, les gars, c'est leur famille qui leur ont dit, laissez-les, si eux ils vont à plein temps, donnez-leur la majorité. Donc, c'est pour te dire que ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est pas... même si le jour où on leur a coupé les accès, ça a été fait du jour au lendemain, c'est 1 an avant de débats et de souffrances. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, oui, je ne peux pas me considérer dans la même barque des Oussama Hamar. J'entends. C'est ça. Donc non, ça a été dur. Et ça allait dans la logique de se dire, une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas arrêter. Donc après, effectivement, on était à plein temps. Et on allait plus loin. Pendant qu'on tout ce processus, on s'est rendu compte qu'en fait, là où on perdait le plus de temps en tant qu'entrepreneur en Île-de-France, ancien salarié, c'était dans notre petite vie sociale, dans le fait qu'on devait prendre les transports pour rentrer tous les soirs, etc., etc. Donc, on a fait 6 mois en incubateur. On a vu qu'on n'arrivait pas à avoir la croissance qu'on voulait. Quand on a cherché les causes dans le temps qu'on passait, on s'est rendu compte que beaucoup de startups, qu'est-ce qu'elles font? Déjà, les fondateurs vivent ensemble dans un lieu idéalement isolé et ils bossent non-stop. Et donc, c'est ça qui est devenu notre philosophie. Et on a déménagé du coup à Lille. Et on a choisi Lille parce que c'était la seule ville de France où on connaissait absolument personne. Ok. Et ça a fonctionné? C'était incroyable, oui. Ces 2 années-là où on a eu la croissance qu'on a voulu. Donc, pour faire simple, en 2 ans, notre volume de transaction a été multiplié par 30 ou 40. Ok. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'après on a pu lever là, on a pu faire ci, donc c'est ça l'histoire. Donc, donc vous levez, ça vous permet d'avoir, vous passez de Africrea à Anka parce que vous changez de business model. Ouais. Si j'ai bien compris. Ouais, on passe de la marketplace toute seule à une offre qui a la marketplace, une solution de shipping qui marche sur la marketplace et en dehors, et une solution de paiement qui
qui marche sur les réseaux sociaux et en dehors. Donc, c'est quelque part déjà une mutation, mais Ouais. qui part d'un constat où tu te Client, dis qu'à un moment donné, ton business model arrive au bout de quelque chose Ouais, ou ouais. qu'il y a quelque chose surtout de beaucoup plus intéressant que ce que vous faites. C'est quoi l'état d'esprit? La discussion, c'est plus... déjà, il y a deux choses pour moi que les gens peuvent retenir de notre pivot. La première chose, c'est suivre tes clients. Nous, on regardait, nos clients, c'était quoi leurs besoins. Quand tu parlais à des créatifs, à des entrepreneurs qui exportaient en Afrique, en fait, la marketplace, le besoin, c'est trouver des nouveaux clients. C'est ça le point. Quand le Covid a frappé, et que donc il y a eu l'avènement profond de Instagram et même pour moi des ads, en fait, le problème n'était plus autant pour les gens de trouver des nouveaux clients. Surtout pas pour les meilleurs. Parce que nous, notre critère aussi, c'était de dire on voulait tous les vendeurs. Des gens qui n'ont jamais vendu, mais on voulait aussi réussir à attirer ceux qui vendent déjà très bien. Et quand tu vois que tous ceux qui vendent bien te disent mais moi, j'ai pas besoin de plus de clients. J'ai des problèmes pour me faire payer, j'ai des problèmes pour expédier. C'est ça mes problèmes. Tu te rends compte qu'en fait, si tu restes sur Schulz sur des nouveaux clients, tu ne vas avoir que les petits, que les moins bons. Ça peut marcher. Mais la deuxième raison, donc tu as le problème de que tu te veux tes clients, et la deuxième raison, c'est qu'est-ce que toi, tu aimes. Moi, contrairement à ce que les gens imaginent, on était très fort en marketing, en réseaux sociaux, on a eu plus de 2 millions de followers sur les différents réseaux. Mais j'aime pas ça. J'aime pas les réseaux sociaux. La preuve, j'ai créé mon compte Facebook en 2016, le jour où on a ouvert Africrea. Je ne l'ai jamais créé avant. Je ne suis pas un gars qui aime ça. Du coup, c'était compliqué parce que la marketplace, le cœur du métier, c'est aller chercher des clients pour les gens, aka aller sur les réseaux sociaux. Donc, si j'avais été quelqu'un qui était passionné par ça, je pense qu'on aurait peut-être continué sur la marketplace. Mais moi, ce que j'aime profondément, c'est construire des systèmes, construire des outils pour les gens. Et ça, c'est pas le même fils métier. de ton père. Hein. Probablement, exactement. T'aimes réparer, t'aimes construire. J'aime construire, exactement, c'est ça. Et c'est ça qui est le truc que les gens ne voient pas. Qui, du coup, a drivé la décision de quand tu vois que tes clients les plus gros demandent ça et que toi, c'est ce que tu aimes faire, ben, tu pivotes. Tu pivotes. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il ne faut pas pivoter juste parce que le marché le dit. Parce que si le marché le dit, par contre, il faut écouter. Mais il faut aussi pivoter sur ton pied fort. Souvent, c'est ça que je dis souvent aux gens, c'est un pivot qu'on a fait. Ce n'est pas un changement complet. Un pivot, tu t'appuies sur ta jambe forte. Donc nous, notre jambe forte, ça a toujours été, on a des vendeurs partout en Afrique et on sait construire des solutions qui marchent dans plusieurs pays. Donc le pivot s'est fait autour du Covid, à peu près? Ouais, en 2021. En 2021? Ouais. Est-ce que tu estimes que ça a été un succès, oui. Un succès? Bah, c'est pas compliqué, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 5. Donc, bravo. Ouais. Donc forcément, oui. Et c'est ce qui explique qu'après, on est levé encore. Si tu n'as pas ces métriques-là, tu ne lèves pas. Ça ne peut pas être juste parce que tu penses ex nihilo. Donc voilà. Donc c'est ça qui nous a amené à ça. Et puis après, pareil, la boîte a grandi jusqu'à arriver à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, on a pu être quasi profitable quelques mois et ça suffisait du coup pour pouvoir amorcer le processus de trouver un acheteur. Donc on a pu vendre la boîte. Et qu'est-ce qui fait du coup que tu as envie de sortir de cette boîte? Plein de choses. Déjà, ça faisait 12 ans, donc j'étais très fatigué, très honnêtement. Et je voyais que ce qu'il fallait accomplir, c'était encore un autre métier, parce que là, il y a beaucoup de sujets où il fallait avoir des liens aux US, etc. Il fallait vraiment aller encore plus loin. Et je suis pas forcément prêt à faire ça. Maintenant que j'ai ma vie ici, je commence à avoir une petite Déjà, famille. c'était un objectif dès le départ pour toi de faire un jour un exit? Parce que je sais que c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Non, c'est toujours un rêve. Le sujet, c'est comment tu fais l'exit. Parce que tout le monde imagine l'exit, beaucoup d'entrepreneurs l'imaginent avec beaucoup d'argent. Moi, ce n'était pas mon critère sur l'exit. Mon critère sur l'exit, c'était comment je fais pour assurer une pérennité. Comment je fais pour trouver quelqu'un qui va continuer ce qu'on a fait. Okay. Parce que j'aurais pu vendre à quelqu'un d'autre. Il y a eu d'autres acheteurs intéressés. Mais celle qu'on a choisie, donc Global Shop Group, c'était ceux qui avaient le plus de chances de continuer parce que c'était une femme, déjà, qui a racheté, noire, ce qui est rare, américaine. Alors attends, le fait qu'elle soit une femme, pour toi, c'est un critère qui fait que... Oui. Pourquoi? Parce que 80% de mes clientes, c'était des femmes. Et ma société a toujours été... En cas, l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a pu lever autant aussi, il faut le dire, c'est qu'on a réussi à créer quelque chose de rare en commerce où la majorité des marchands étaient des femmes. Et les plus grosses marchandes, c'était 90% de femmes. Et c'était impressionnant pour tous les investisseurs qui nous rencontraient, qui disaient « Mais c'est possible de voir des femmes qui font des millions. » Tu avais accès à une vraie data, hein, parce que ça t'a vraiment permis concrètement de comprendre comment fonctionne le marché en Afrique. Exactement. En vrai, donc, ça veut dire que le marché en Afrique, d'un point de vue commerce, est essentiellement porté par des femmes. Oui, mais parce que... Alors, surtout, nous, dans notre cas, ce qui est intéressant, c'est que nous, on ne faisait pas du commerce. Les hommes en commerce, si tu vas sur Jumia
Sur d'autres e-commerce, ça a plus d'hommes. Parce que là, c'est de l'achat-revente. Si tu vends des maillots de foot, tu auras plus d'hommes. Ah oui, ouais. La question, c'est qu'est-ce que tu vends Et vous, nous, comme c'était du fait main ou fait par les voilà, locaux, c'était beaucoup des femmes. Et surtout, on avait aussi une particularité, c'est qu'on vendait des choses à l'export. Donc, tu vends des choses à des gens d'une autre culture, notamment beaucoup aux États-Unis. La réalité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs féminines, d'ailleurs les plus successful, c'est celles qui savaient le plus lire les trends. Qui savaient le plus dire, ah ouais, en ce moment, les Américaines, elles veulent ça, elles aiment ci, nanana. Franchement, les hommes, on est très rarement bien équipés pour le faire. Certains hommes y arrivent, mais de façon overwhelming, c'est les femmes d'abord qui arrivent à faire ça. Donc, et après, elles exécutent. Donc après, elles n'ont pas que la traîne. C'est-à-dire qu'elles savent quand un tailleur leur fait un vêtement, non, ça va pas le faire, ça va le faire, ce vêtement-là, cette couleur-là, ce tissu-là. Donc c'est vraiment tout ça qui a été mis ensemble et qui a fait que oui, j'ai toujours dit, alors tous ceux qui me connaissent disaient, depuis que Anka a commencé, j'ai toujours dit qu'en fait, le CEO, pendant longtemps, j'en croyais que c'était une femme. C'était pas moi, j'en savais pas que c'était moi. J'ai toujours dit qu'à un moment, ça devrait être une femme. Parce qu'en plus, la réalité, c'est qu'une de nos difficultés, ça a toujours été que moi, je me donnais toujours un effort de comprendre où allait le marché. Parce que je n'étais pas le client type. J'aime pas particulièrement la mode, j'aime pas particulièrement les réseaux sociaux, je suis pas forcément un gars hyper créatif. C'est pas mon truc, c'est-à-dire je suis pas... Ouais, ta force, c'est de développer des systèmes. Voilà, de synthétiser. Pour que la création puisse parler. Voilà, mais je suis pas le gars qui va... Tu vois, la preuve, j'ai jamais créé aucune boîte, ni aucune initiative. Tout ce que je te décris, c'est pas moi qui crée. Moi, je suis le gars qui... Quelqu'un a une idée, crée, et qui me dit « Ah, non, viens, on le fait ensemble. » Et après, je peux la porter plus loin que ce que lui imaginait. Mais même SOA, il faut que les gens se rendent compte, c'est pas moi qui l'ai créé. Je suis pas un gars qui... Après, ce que tu dis est vrai dans le cas où on place que la création dans le fait de... Commencer. Ouais, voilà, une idée qui sort de nulle part. Mais créer, c'est aussi aider au développement en apportant de nouvelles idées. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais je suis l'exemple typique que je veux que les gens retiennent sur créer une entreprise ou en tout cas entreprendre ou créer des choses. Ce n'est pas avoir l'idée. C'est vrai. Et donc, toi, tu insistes sur le fait que t'as pas cette âme-là d'inventer ou de... Non, en plus, le pire, c'est que ça ne veut pas dire que j'ai pas d'idées. C'est ce que les gens comprennent pas. J'ai plein d'idées, forcément, comme tout le monde. C'est pas... C'est déjà différent de dire que t'es pas quelqu'un qui crée. Oui, voilà. Quand tu dis ça. Ouais, j'ai les idées. Mais pour moi, créer, c'est passer de l'idée à l'action. C'est là où il y a un gap. J'ai plein d'idées, mais je passe pas à l'action. Pourquoi ? Quand c'est moi tout seul, ça m'intéresse pas trop. Pourquoi ? Je sais pas, ça me stimule pas autant. Franchement, c'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est juste, ça me stimule pas autant. Et en fait, en vrai, j'aurais jamais pu faire ma boîte sans mes associés. En fait, j'ai besoin... Je vais donner un exemple. Chez Anka, un truc qu'il faut savoir, c'est que par exemple, c'était connu, je prenais jamais une décision seule. C'est-à-dire que moi, mon process de réflexion, c'est la discussion. Je réfléchis en parlant. Je réfléchis pas tout seul dans mon coin en mode « Ah ouais, il faut faire ça, donc on fait ça ». Je peux avoir des idées tout seul, mais j'ai besoin pour les affiner et passer à l'action de l'échange. Et ça a toujours été comme ça. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai une idée de faire un business, je vais d'abord devoir trouver quelqu'un pour qui en parler qui veut le faire. C'est intriguant. Ouais. C'est intriguant. Je sais pas à quel point c'est utile, mais je sais que... Non, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu m'as l'air de très bien te connaître. Et ça, c'est une qualité importante. Merci. lorsqu'on est entrepreneur. Et du coup, Exit, déjà, est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes le chemin parcouru sur ce projet, est-ce que tu es fier de voir jusqu'où c'est allé ? Ouais, énormément. Franchement, c'est ouf, mais j'étais encore plus fier quand j'ai annoncé le fait que ça a été racheté, quand j'ai vu les commentaires qu'il y avait. Il y a des gens qui ont mis des commentaires qui sont des gens qui étaient là en 2014 à utiliser le site et qui, aujourd'hui, 11 ans après, étaient contents que ce soit vendu et contents pour nous. Je sais pas comment t'expliquer, c'est que... Parce que ça prouve que c'est un projet qui a réussi. Oui, qui a fonctionné. Qui a fonctionné pour les gens. Et je parle de gens qui ne sont peut-être même plus sur la plateforme, qui ne vendent plus, mais qui aujourd'hui encore, 11 ans après, réussissent à être reconnaissants envers nous. Ce qui pour moi est... Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que je peux demander de plus au Seigneur. En fait, moi, je ne peux pas demander plus que de faire un truc où des gens à qui tu as bossé il y a 10 ans sont encore heureux que ce soit arrivé. Tu vois, et qu'ils regardent encore ce qui se passe avec affection. Au moment où on fait cette vidéo-là, ça fait combien de temps que tu as fait l'exit ? Alors, officiellement, je crois que ça fait 1 mois qu'on l'a annoncé, mais officieusement, ça fait 3 mois qu'on sait que c'est fait et qu'on est dans
comment tu te sens? Est-ce que tu te sens dépossédé ou libre? Je me Vraiment, sens pas, dans la façon dont tu le vis dans ton je me corps. sens pas libre. Je me sens en deuil. Ah. C'est le terme qu'il faut que les gens comprennent. Je me sens en deuil. C'est-à-dire que en deuil, c'est comme quand c'est pas juste quelqu'un qui meurt. C'est parce que la boîte continue. Mais le deuil, quand même, reflète une perte Oui, et non pas un gain. mais tu perds une identité. Hmm. L'autre jour, je donne un exemple simple. L'autre jour, j'étais à un événement. On m'a invité à un événement de Wave, là, très sympa. Au moment de t'inscrire sur la feuille, ils te demandent Waouh. quelle société tu es, quel est ton rôle. J'ai bugué, j'étais là, je fais... Alors, Exit man. voilà, tu vois, Non, mais je vois genre, très bien. homme libre, tu vois, genre, j'aurais pu... En fait, et du coup, tu vois, ça a pris peut-être 5-6 secondes où j'étais bloqué, j'étais là, alors, qu'est-ce que je mets? Et donc, du coup, bon, à la fin, j'ai juste mis mon nom, j'ai mis Moulay, et tu vois, j'aurais pu mettre Entrepreneur South Africa. Du coup, j'ai pas encore, je sais pas encore T'as pas encore pris le temps de redéfinir qui je suis. hmm, Ça, c'est une chose. hmm. Ensuite, parce qu'il y a une phrase qui est très importante pour moi et qui a drivé beaucoup cette réflexion aussi d'exit, c'est quelqu'un de très important m'a dit un jour, il est plus important de savoir qui tu es au-delà de ce que tu fais que la valeur de ce que tu fais. Et c'est vrai que toute ma vie, beaucoup, je pense beaucoup dû au capitalisme et beaucoup aussi au côté un peu achiever que j'ai toujours évalué qui j'étais par rapport à ce que je pouvais faire. Donc, de commencer à se dire, mais qui tu es au-delà de ce que tu fais, c'est très, très difficile. Et donc, tu vois, par exemple, si on me posait la question aujourd'hui, je sais que, objectivement, en fait, si j'étais honnête avec moi-même, en vrai, j'aimerais être un philosophe. Et un philosophe, c'est pas quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui, par ses réflexions, pousse les autres à l'action. Est-ce que ça, c'est dans le dictionnaire ou est-ce que c'est ta vision Ma définition de... pour moi. Ok, Et d'accord. après, c'est un travail épistémologique, parce que ça fait des années que j'étudie ce domaine, je lis beaucoup, beaucoup de philosophes, et tous les philosophes de Socrate à Épicure te diront, et Sénèque beaucoup, disent en fait, le rôle d'un philosophe, c'est pas de réfléchir ni de poser des questions. Hmm. C'est par quel moyen tu pousses les gens à l'action. C'est toujours la même chose. à J'aime la fin. beaucoup. J'avais jamais vu les choses de cette façon-là, mais... C'est pour ça, par exemple, que si tu regardes, je hais les philosophes métaphysiques. Par exemple, je hais Platon. Je supporte pas Platon. Je trouve que c'est nul à chier. Parce que c'est un philosophe qu'on appelle métaphysique. Mais pour toi, la métaphysique, ça pousse pas les gens à l'action? Ça peut, certaines personnes. Mais pour moi, c'est tellement éloigné de la réalité pragmatique que l'effort à faire demande un niveau d'abstraction que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Je sais pas si je suis... Toi- J'entends toi- ce que tu veux dire. Toi, Moi, ça c'est te- ce qui me drive essentiellement. Sérieux? La métaphysique, l'abstraction? Ouais. Ah, ben Parce voilà. que je trouve que ça... C'est comme si ça impacte les gens, mais sans qu'ils ne s'en rendent compte, de façon inconsciente. Ouh, ah oui, oui, effectivement, tu vas plus loin, effectivement. Toi, tu dirais que des réflexions sur le juste, le beau, l'honnête, ça pousse plus les gens à agir. Ouais, c'est vrai. Ouais, en tout cas, C'est mon constat. C'est ça. Mais parce que j'avais jamais vu les choses de cette façon-là par rapport à ta définition de la philosophie. Ouais, ouais. Mais quand je le colle à moi, ma façon de voir la philosophie Ouais. et la philosophie, on va dire, métaphysique, entre guillemets, Ouais. parce que je connais, enfin, moi, personnellement, j'estime Ah. avoir bénéficié des bienfaits de cette philosophie métaphysique. Ok. Bah, effectivement, je trouve que même si ça ne se voit pas, Ouais. factuellement, Ouais. tu vois quand il y a quand il y a un impact. Quand les gens changent. Vraiment. Ok. Et ça se voit physiquement, même si la personne ne va peut-être jamais réaliser que c'est par rapport à À cette lecture-là. la lecture métaphysique, oui. Sérieux? Ok, Ouais. c'est intéressant. Bah écoute, moi, c'est ça qui faisait que j'avais beaucoup de mal avec eux. Hmm. En tout cas, moi, ça me fait pas cet effet. Et je suis très, très. Moi, je suis vraiment un épicurien. C'est vraiment eux qui sont vraiment mes gens. Parce hein, que franchement. tu es aussi quelqu'un de très spirituel. Oui, aussi, exactement. Mais je pense que ma spiritualité aurait pu m'aider dans le métaphysique, parce que le métaphysique a aussi un niveau d'abstraction qui aide sur la spiritualité pour moi, où il y a beaucoup de réflexions sur le sens des choses et leur permanence ou leur changement. Tu vois, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans la métaphysique. Il y a cette partie qui peut être intéressante. Hmm. Mais c'est juste que ça me demande un effort moteur qui n'est pas comparable à la stimulation que me donnent les philosophes plus pragmatiques, où je peux raccrocher ça à des situations du quotidien. Je comprends pourquoi tu dis ça. Tu m'as Ouais. l'air d'être quelqu'un de très mental. Ouais, un peu, ouais. Mais c'est C'est bien. Donc j'ai besoin d'être dans Ouais, t'as besoin de comprendre. ouais, et de rester dans le Avec ton quotidien. cerveau. Ouais, Mm. voilà. Donc du coup, non, mais tu Tu vois, sois du coup, palpable. faut ça palpable. Donc du coup, c'est ça qui fait. Si tu me demandais aujourd'hui à l'instant T, c'est comme ça que je me verrais.
Mais là, c'est pas comme ça que je me projette. J'ai encore le sujet que j'ai qui est de dire, et ça c'est très personnel, mais autant je suis fier de ce qu'on a accompli, autant j'ai pas encore le sentiment d'avoir gagné. C'est bête, c'est pas logique, je dirais, mais j'ai besoin de victoire. De victoire personnelle ou de victoire par rapport à des choses que tu as visualisées sur ce que tu aimerais Les deux. Ok. C'est un peu les deux, tu as raison, c'est un peu les deux. Je pense que c'est très aussi lié à ce que j'ai visualisé, donc ça met un peu de temps d'ajuster tes attentes à ce que tu as vraiment fait ou ce que tu peux faire. Tu sais où tu veux aller? Ouais. Alors, tu sais, moi, j'ai la particularité, à 25 ans, j'ai fait mon testament. Et dans mon testament, j'avais fait un énoncé de mission sur les 20 prochaines années où j'ai déterminé chaque 5 ans ce que je voulais accomplir. Je suis plutôt bien, franchement, en termes de timeline. Il y a des trucs que j'ai réussi, d'autres pas du tout. La preuve, Africa n'était même pas dans mon plan, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais non, le vrai truc, c'est que je me rends compte, tu vois, bon, ça fait 10 ans que je vois une thérapeute. Donc, du coup, c'est là où j'ai pu faire ce travail sur me connaître mieux et en arriver là. De façon hebdomadaire? Hebdo. Okay. Alors, il y a eu peut-être 6 mois, 1 an où on ne s'est pas vu dans les... C'est pas 10 ans, je raconte quoi. Ça fait 2020, ça fait 5 ans. Pourquoi tu t'es dit qu'il fallait que tu allais voir une thérapeute et en quoi est-ce que ça t'est bénéfique aujourd'hui? Alors, très simple, je suis allé voir une thérapeute parce que, justement, comme je me voyais bien différent des autres et qu'il y a plein de choses avec les autres où j'avais du mal à relate, où je voyais que mes réactions, il y a des choses qui rendaient très émotifs les gens autour de moi, qui ne m'affectaient pas du tout, et des choses qui, moi, me rendaient très émotifs, qui n'affectaient pas les gens autour de moi. Okay. Et comme j'ai eu une vie quand même assez intense, comme je t'ai dit à l'époque, quand je suis allé voir la psy, je ne parlais plus à mon père depuis 7 ans. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé chez moi. Donc, tu vois, j'ai vécu plein de choses qui sont hyper lourdes. Chaud. Très chaudes, qui sont vraiment très lourdes. J'ai ma cousine qui s'est fait tuer par son mari. Enfin, ma vie personnelle a été très lourde. J'imagine que tout est arrivé plus ou moins... Non, c'est des années différentes. Okay. Mais on va dire chaque... Bon, il y a des grandes théories qui disent que tu as des drames. Normalement, tu as un drame dans ta vie tous les 7 ans. En théorie. C'est juste que chacun le définit pas forcément comme ça ou le voit pas forcément comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de drames qui ont fait que je me demandais souvent si j'étais sain. C'est ça le point. C'est-à-dire dire qu'est-ce qui chez moi était sain, qu'est-ce qui chez moi était malsain. Et j'avais envie de travailler sur moi, mais j'arrivais à la limite de ce que je pouvais faire avec de la lecture, avec du self-development, comme on dit. Donc tu vas voir une pro. C'est comme pour moi, c'est exactement comme quand tu vas à la salle. Bon, pendant longtemps, tu fais du sport, tu es en bonne santé, tu n'as pas de problème de moteur, tu sais faire les trucs, mais tu vois que tu prends pas assez de muscle, tu vois que tu progresses pas comme tu veux. Ben, tu vas avoir un coach. C'est la même chose. C'est un coach du cerveau pour moi, un psy. Et le fait que tu ailles voir ce coach-là en continu, ça veut dire que tu vas pas avoir un psy aujourd'hui comme on va voir un médecin lorsqu'on veut se faire soigner, mais vraiment, tu vas avoir un psy comme on va avoir un coach qui t'aide à chaque fois. C'est comme un coach. C'est marrant parce que moi aussi, je suis allé... Mais j'y suis allé pendant pas très longtemps, en fait. Ok. Au moment où j'ai su que j'allais devenir père. Ah, ouais, ça, c'est des sacrés changements aussi. Et encore, je dis ça, non, j'ai eu le temps de devenir père. Le temps d'organiser le bail. Le temps de te rendre compte, forcément. Enfin, t'es aussi devenu père récemment. Ouais. Et je sais pas si t'as vécu ça, mais lorsque tu commences à te demander qu'est-ce que je dois faire là. Exactement. Quand tu sens que t'as... comme des habitudes qui peuvent naître et tu te demandes est-ce que je dois faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Exactement, oui, non. Tu ressens le besoin d'être sain, voilà, comme ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc, je suis allé voir un thérapeute et cool. Mais après quelques séances, elle m'a dit c'est bon, en fait, j'estime qu'on a fait le travail. Et c'est vrai que je l'ai ressenti. Ah, c'est très bien. Et il n'y a plus besoin. Donc, je suis plutôt allé le voir comme un médecin. Mais j'aime bien aussi l'idée de consulter un psychologue comme un coach. Mais après, c'est... Mais il faut un besoin. Est-ce qu'il n'y a pas une redondance au bout d'un moment ? Non, il faut un besoin. Moi, je t'ai dit, il y a eu une période... quand je me suis marié, ma psy m'a dit, mais je pense que là, on a résolu. Genre, t'as plus besoin de me voir. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai plus besoin. Bon, comme mon mariage est parti en sucette, là, je suis revenu, elle m'a dit, ah oui, là, il faut revenir. Mon amie revient. Et depuis, je suis resté avec elle. Mais c'est vrai que t'as divorcé avant de reconstruire une autre relation. Exactement. Et d'avoir ton enfant qui a aujourd'hui un an. Tout juste. Un an. Sachant que tu as divorcé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, exactement. Donc, tu es allé très vite dans... Tu as vécu tout ça en même temps que toute ton affaire entrepreneuriale. D'ailleurs.
Ça devait être pas simple. Non, ça devait être un bordel. C'est un bordel. C'est d'une violence inouïe. Comme je dis, mes dernières années ont été d'une violence inouïe. Et attends, juste que je puisse me remettre tout ça sur une carte. C'est à quelle période que tu as décidé de te séparer de tes amis, partenaires dans ton business ? 2015. Ok, donc c'était quand même largement avant. Après, on ton est mariage. venu s'installer en Côte d'Ivoire en 2017. Fin 2017. On a bossé. Donc, j'étais assez smooth sailing jusqu'à 2020. 2020, quand il y a eu le Covid et que, au même moment où j'ai rencontré celle que j'allais épouser, c'est là où on a lancé le changement en cas. C'est le même moment. Donc, c'est là où on a levé encore plus de fonds. C'est là où je me suis marié. C'est après là où j'ai divorcé. J'ai dû relever des fonds, transformer la boîte profitable, me séparer. Et après, du coup, là, maintenant, la vendre en même temps que je commençais ma relation. Comment tu as fait pour ressortir de ce divorce grandi ? Parce que pour retomber sur quelqu'un derrière et vouloir se relancer dans avoir un enfant, t'as guéri plutôt assez rapidement. Bon, déjà, première chose, ma chance énorme, c'est que celle avec qui je suis aujourd'hui, je la connais depuis aussi longtemps, depuis 2017, donc ça fait 8 ans. Donc je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, jamais j'aurais accepté de faire aussi vite, jamais je serais allé aussi vite. Jamais. Si c'était pas elle, c'était mort. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Ça, c'est une première chose. C'est elle qui est le facteur pour la relation qu'on a qui fait que j'ai pu faire ça. Donc c'est elle, c'est une exception, c'est comme on dit, c'est elle qui fait que les règles sont vraies. Faut pas que je dise aux gens de faire comme moi. C'est les gens comme elle qui font que les règles là sont vraies. Après, l'autre chose, c'est qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que je pense que avant celle avec qui j'étais marié, moi, j'ai été en couple qu'une seule fois avant. Donc, je suis pas quelqu'un... La plupart des femmes m'ennuient, comme la plupart des hommes m'ennuient. Les gens m'ennuient. Donc, c'est assez rare que quelqu'un me stimule, déjà, d'une part. Ça, c'est vrai, ça, c'est rare. Mais me stimule au point où j'aime passer du temps avec toi de façon significative, c'est extrêmement rare. Donc, ça fait que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Parce que, comme la plupart des gens, ça me fait ça me fait l'opposé. Quand je vois quelqu'un avec qui je me dis « Ah, j'ai envie de voir cette personne tous les week-ends. Après, j'ai envie de la voir tous les jours. » C'est rare. Et c'est un peu pareil pour le boulot, en fait. C'est comme je te disais, c'est quand je vois que j'ai envie de bosser avec quelqu'un tous les jours, je me dis « Ah, mais viens, on lance le truc. » Mais c'est une fonction de la personne. C'est pas une règle. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire moi, j'aime aller vite. C'est pas ça. C'est vraiment les gens. Parce que la plupart des gens, j'ai pas eu tout cette réaction. Et pour preuve, avant donc mon mariage, je t'ai dit, j'étais en relation qu'une seule fois pendant 6 mois. Mais avant, c'est-à-dire que les 32 ans que j'ai fait avant, j'ai pas été en couple plus de 3-4 semaines. Donc moi, je suis pas très loin de toi. Hein. Ah ouais, toi aussi ? Bah, non, avant ma grande relation, parce qu'aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis avec madame. Ah ouais, mais respect. Non, il faut saluer les respects. Il faut que quelqu'un te salue. Mais j'étais comme toi avant. Tu vois, avant, ma plus longue relation, ça a été 1 an. Mais au-delà de cette relation d'1 an, c'était quelques mois. Ouais. Et effectivement, j'ai toujours préféré être seul plutôt que d'être avec une personne par principe. Tu vois. Oui, voilà. Et j'avais même accepté l'idée que... Ouais, tu pouvais finir seul. Ouais, vraiment. C'était le plan. Vraiment, tant que... Je me mets pas avec les gens par principe, quoi. Oui, mais moi, dans mon plan que je t'ai dit que j'ai créé à 25 ans, j'avais dit, je ne sais pas si je trouverai la femme, du tout. Si je la trouve, il faut faire un effort conscient à partir de 30 ans. Parce que je dois avoir à 30 ans avoir atteint un certain niveau. Et je m'étais dit, si à 40 ans, tu l'as pas trouvé, adopte. Arrête de faire le man. Non, franchement, c'était ça. Tu vois un truc, c'est écrit. Mais tu as toujours eu cette envie, en tout cas, d'avoir un enfant. Oui, oui. Et j'ai toujours envie de transmettre, d'éduquer. Donc, c'est toujours été une grosse partie de ma vie, parce que apparemment, c'est un truc que je me dis que je fais bien, et c'est un des rares trucs où je prends du plaisir. C'est-à-dire que je suis l'un des rares, je comprends pas pourquoi les gens s'énervent quand tu demandes pourquoi. Parce que moi, on s'énervait quand je demandais pourquoi. Donc, j'aimerais pouvoir être celui qui répondra, même quand je ne sais pas. Et là, ça fait depuis 3 mois que tu as fait ton exit. Tu as ton enfant qui a 1 an. Ouais. Ça veut dire que depuis 3 mois, là, tu passes tes journées avec ton enfant ? Oui, alors j'en passe beaucoup plus de temps avec lui que truc. Mais alors, le problème, c'est que j'ai aussi un défaut, c'est que là, il est au stade où il parle pas encore. Donc, on peut pas encore avoir le niveau d'échange que j'ai envie. Bon, donc c'est pas de sa faute, le pauvre. Il va falloir être patient. Voilà, Mon enfant, il a 3 ans, on n'y est toujours pas. Mais ça va. Ça s'améliore. Ce que tu m'as dit, ce que j'ai vu, non, ça commence à venir, tu vois. Ouais. Donc, je dois prendre mon mal en patience là-dessus. Donc, c'est clair que je passe Mais il faut échanger sur d'autres choses, tu vois. Voilà. Non, je passe plus de temps avec lui maintenant qu'avant. La réalité, c'est que je pourrais en passer beaucoup plus aussi. Mais je suis encore beaucoup dans le temps où je gère. Donc là, je fais beaucoup de trucs où j'essaie de trouver ce que je veux faire après. Donc je suis beaucoup... Et qu'est-ce que tu fais alors pour ce travail de recherche ? Je suis ma curiosité.
Tu vas rencontrer des gens. Je rencontre des gens que vas... j'ai pas forcément l'occasion de rencontrer. Mon nouveau critère aussi, parce que j'ai fait ma retraite silencieuse de 10 jours juste avant. Tu l'avais déjà fait ça avant. J'en ai fait une en 2022, oui, c'est vrai, j'en ai refait une là. Pourquoi tu t'es dit qu'il fallait que tu le fasses là? Parce que c'était un grand moment de changement dans ma vie et je me suis dit qu'il faut que tu te retrouves. Que je me retrouve et que je prenne un peu de recul. Ça a fonctionné? Exceptionnel. Ouais, c'était encore plus dur que la première fois par contre. C'était beaucoup plus dur. Parce que c'est une retraite silencieuse Vipassana pour ceux qui veulent chercher de 10 jours de silence, sans lire, sans écrire, sans parler et en méditant 8 heures par jour. Où est-ce que tu as fait ça? En Côte d'Ivoire, à Ngata Dolikro. Ils le font une fois par an en Côte d'Ivoire, mais normalement, tu en as partout dans le monde et c'est gratuit. Donc, moi, je l'avais fait en Afrique du Sud la première fois parce que c'est le centre africain. Tu me recommanderas alors? Ah oui, je te recommande. Franchement, c'est J'aime bien expérimenter des choses. Franchement, mec, si t'adores ça et que en plus, comme tu dis, j'ai jamais fait, mais j'estime qu'on vit dans une vie pour faire des choses. Oui. Essayer. Donc, non, c'est ça. Il faut essayer. Moi, je recommande, c'est un niveau de clarté. Quand tu considères que tu veux avoir de la clarté, c'est la forme la plus efficace, je pense, d'exercice pour améliorer la clarté de ton esprit. Parce que tu coupes toutes les stimulations extérieures et tu passes 10 jours concentré sur toi et sur tes sensations, tes angoisses, tes envies, tes projets. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en plus, tous les jours, il y a un cours qui est donné aussi sur comment essayer de gérer la vie qui est au final une fonction de la douleur que tu as et des joies que tu as. C'est-à-dire? Alors, c'est très intéressant ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent que, alors, pour te faire très simple, le premier cours qui t'explique, c'est que, en vrai, un être humain, par essence, si tu es dans le présent, tu ne peux pas être malheureux. En fait, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous fait souffrir, c'est ce qui se passe dans le futur dans notre tête ou ce qui se passe dans le passé dans notre tête. Excepté la douleur physique, alors. Oui, si tu n'es pas en train de te faire frapper ou que tu n'es pas en train de mourir de faim, si tu manges, que tu es à un endroit où tu dors, par définition, si tu es dans le moment présent et que tu ne penses pas à autre chose que le présent, tu ne souffres pas. Sauf que la plus grande partie de nos souffrances et les plus grandes souffrances d'êtres humains viennent c'est un cadran, ils disent, c'est les choses dont on a de l'aversion, donc les choses qu'on rejette, ou les choses pour lesquelles on a, alors je sais pas comment traduire en français, mais qu'on a de l'attente, de l'envie. Sauf que ça ne se passe que dans le passé ou dans le futur. Et donc, il t'explique qu'en fait, la clé, et c'est l'une des outils de la méditation, c'est de te ramener dans le présent. T'as lu le livre « Le pouvoir du moment présent » ? Non, je n'ai pas lu. Ah, c'est un livre là-dessus ? Ok. Ah oui. Mais voilà, tu vois. Donc, Ce livre a transformé ma vie. Ah, sérieux ? Ouais. Le pouvoir du moment présent. Tiens, je vais mettre sur la petite liste. Le pouvoir du moment présent, énorme. Sérieux ? Lis-le, mais ça parle réellement de ça, en fait. Mais c'est ça. On vit au moment présent. Exactement. Et on n'incarne pas assez ce moment présent et on ne se rend pas compte à quel point, effectivement, quand on est dans notre tête, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Et pas là. Ouais, absolument. Et c'est ça qui est Donc la méditation, fondamentalement, c'est un outil pour ça. Après, il y a plein d'autres outils. Reconnecter au présent. Et ça, c'est avec tes sensations. Et donc, du coup, et surtout, l'autre élément derrière, c'est anicca. C'est-à-dire que tout passe. Les joies comme les douleurs passent. Que tu l'acceptes, que tu l'acceptes pas, tout passe. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de retenir les joies comme essayer de repousser les douleurs. Et le fait de l'expérimenter, ça te permet de te ressourcer. Ouais, et de revenir à qu'est-ce qui est le plus fondamentalement toi, tel que tu es, quand tu enlèves tout le monde extérieur, Parce qu'en fait, ce qui est beau au bout de 10 jours, c'est qu'au début, tu cogites beaucoup. Mais à la fin des 10 jours, tu es beaucoup moins tu cogites moins. Tu es beaucoup plus dans l'ouverture. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que là, j'ai envie ? Tu es plus dans je prends les choses telles qu'elles viennent et j'accepte qu'elles partent. Et donc, du coup, moi, l'une de mes grandes leçons de cette méditation-là, c'était l'importance de la joie. En fait, ces 10 dernières années, j'ai perdu cette sensation de rechercher des choses qui me rendent joyeux. Des choses qui me font rire, des choses qui me font profondément plaisir parce que j'ai pris l'habitude de prendre comme source de plaisir le soulagement. Quand quelque chose se passait pas mal, quelque chose se résolvait, ça me rendait... Mais c'est pas la joie. Ça me touche ce que tu dis. Sérieux ? Parce que c'est le quotidien de tout entrepreneur, en fait. Oui, voilà. Ok, ça me rassure. Ok, je suis pas seul. Non, mais vraiment. Un entrepreneur est habitué, il s'habitue avec le fait de régler des problèmes. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas anodin. Ça affecte et on s'en rend pas compte, en fait. Et c'est vrai que je me suis déjà fait cette réflexion-là où je me suis dit que heureusement que j'ai des enfants et que j'ai ma femme et que j'ai ce truc-là à la maison parce que en dehors de ça,
Ouais. mais le pire, c'est que... On rigole plus. On rigole plus, non, mais c'est ça. Et le pire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est limite un choix que tu fais. Parce qu'à un moment, tu choisis des choses aussi en fonction de qu'est-ce que tu en attends. Et souvent, moi, en cas, c'était pour ça que j'ai réalisé qu'il fallait que je laisse. Parce que je me rendais compte qu'en fait, je ne cherchais plus qu'à être soulagé. C'est-à-dire que même vendre la boîte m'a soulagé plus que ça m'a rendu joyeux. C'est pas normal. Non. C'est là où tu te dis, ça va plus. En fait, il faut que tu ailles ailleurs. Et tu as des choses qui t'apportent de la joie. Donc, c'est ce que je fais. Au jour d'aujourd'hui, je drive. Tu vois, comme quand je t'ai invité, je me suis dit, ça va être cool. Tu vois, je réfléchis pas à quel est l'intérêt, quel est le plan. Non. Je suis juste dans le moment présent. Faut que ça se fasse. Voilà. Il y a moyen de le faire, on le fait. Ouais, voilà. Je me dis, tiens, je sens une envie de faire ça. Bon, allons voir ce que cette envie donne. Je suis. Là, il y a des gens souvent qui me proposent des déjeuners que j'aurais jamais dit oui avant. Ben, j'y vais, je vais voir. Des gens que je me dis depuis, faudrait que j'aille les voir. Ben, je vais les voir. C'est juste ça. Tu te laisses un temps ou... Ouais, alors, tu sais, il y a quand même des impératifs financiers où je me dis, bon, à un moment, oui, tu sais, je vais pas non plus éternellement rester à glandouiller. Et puis non, la vérité, c'est que j'ai aussi lu beaucoup. Il y a aussi beaucoup de littérature maintenant et beaucoup de podcasts sur les gens qui ont vendu leur boîte. Et ils disent que le problème, c'est que tous repartent trop vite dans un autre truc. En général, il faut se donner au moins 3 mois. Ok. Idéalement 1 an. Entre 3 mois et 1 an. C'est ce que les gens recommandent, d'expérience, et après avoir vu des psys et tout ce qu'ils recommandent. C'est un peu la durée d'un deuil, en vrai, pour être très honnête. Et après, ce qu'ils disent, par contre, c'est que le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus que tu perdes tes connexions aux gens. Ton identité, il ne faut pas non plus que... Si tu as construit un réseau, des connaissances, tu ne peux pas non plus les perdre en restant complètement hors du système. Le danger quand tu vends ta boîte, c'est un peu le danger quelque part quand tu perds ton boulot ou que tu démissionnes. Tu peux te prendre un moment, mais si le moment devient trop long, tu ne sais plus être dans le système. Tu n'as plus les connexions, tu n'as plus les réflexes, plus rien. T'es plus musclé. Tu perds tes muscles. Ouais, tu perds tes muscles, ça se perd. Il y a une atrophie qui se crée. Donc c'est une atrophie du coup plutôt sociale, je dirais, que musculaire, qu'il faut éviter. Il ne faut pas non plus être trop dans le... Donc je me donne quand même jusqu'à 2026. Je me dis 2026, je trouverai ce que je fais. Ok. Voilà. Ok. Voilà. On se dirige très gentiment vers la fin de l'émission. Ouais. On n'y est pas encore. Hein. Mais il y a quand même des éléments importants que je voulais qu'on caresse. Bien sûr, je t'en prie. Comme tu le sais, moi, aujourd'hui, ma mission, c'est de pouvoir permettre via la Nekao School, avec mon frère Tracy Enzo, de distribuer de l'éducation financière. En l'occurrence, notre objectif, c'est de permettre à 1 million d'afro-descendants d'avoir une stratégie d'investissement. C'est un gros objectif. Vous êtes chaud. Tu vois, quand on te dit qu'on a vu haut... vous n'avez pas déconné. On a vu haut. Mais on y croit. Et voilà, aujourd'hui, en 2 ans, on a accompagné 700 personnes. Donc, ce n'est pas rien. Et quand tu comprends la logique des intérêts composés et de croissance, tu te dis que sur une échelle de temps, c'est pas impossible. Il suffit juste de comprendre les tendances. Toi, tu as développé une activité en Afrique et tu as pu avoir un regard sur différentes parties d'Afrique, donc quelque part différentes cultures. Ma première question, c'est est-ce que tu crois en une Afrique unifiée un jour? Et ma seconde question, c'est que penses-tu du niveau de l'éducation financière en Afrique? Est-ce que tu penses que c'est une priorité aujourd'hui? Alors, c'est marrant, la réponse est un peu la même pour les deux. Oui, j'y crois. Et oui, il faut une priorité de l'éducation financière. Mais ma réponse est un peu plus large que ça. Je pense qu'une Afrique unifiée est possible parce que je pense qu'un monde unifié est possible. En fait, la réalité, c'est que le monde l'est déjà. C'est juste qu'on continue à s'accrocher à nos différences plus qu'à nos ressemblances. Parce qu'on consomme beaucoup de choses identiques. Donc, en fait, en vrai, on fait les malins, les Africains, en disant « Ouais, on est trop différents. On est tous sur TikTok, tous sur Insta. » Enfin, le monde n'a jamais été aussi proche. C'est fou ce que tu dis parce que je pense exactement la même chose. Voilà. Je pense qu'on est tous alignés là-dessus. Jamais été aussi proche. Donc, que l'Afrique le soit plus. Finalement, notre point commun, c'est notre différence. Voilà. Mais les gens n'arrivent pas à faire les liens. À faire le lien entre les deux. C'est dur. Non, c'est très dur. C'est très dur parce que ça demande énormément aussi de connaissance de soi. Pour être à l'aise avec les autres, il faut bien être à l'aise avec soi-même. Et c'est très dur. L'éducation financière, capitale. Forcément en Afrique. Est-ce que ce serait plus qu'ailleurs? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est moi qui freine plus qu'ailleurs. C'était pas ce que tu as dit. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est partout qu'ils font. Hein. Enfin, quand je vois mes potes en France, quand je vois leurs enfants, tout le monde est éduqué financièrement. Donc, je veux... Moi, mon gros sujet, si je retiens de ces
20 ans d'expérience professionnelle, un peu, et comme je te disais que j'étais auditeur interne, donc j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai bossé au Brésil, en Chine, en Inde, partout. Ce que je retiens quand même, qu'il faut dire aux Noirs et aux Africains, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort alors que vous avez des problèmes très humains. Le côté dire oui, les gens n'ont pas d'éducation financière, c'est tout le monde. Ce qui se passe, la plupart des gens ne l'ont pas. Ce qui se passe, c'est que certaines cultures font rentrer les gens dans l'éducation financière par des biais indirects, en poussant des habitudes. Mais c'est des avantages qui ont des inconvénients. Il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. C'est-à-dire que les gens, je sais que les gens aiment beaucoup dire que les Chinois regardent leurs enfants, regardent comment ils éduquent. Les Juifs, j'ai beaucoup d'amis juifs, regardent comment ils éduquent à l'argent. J'ai beaucoup d'amis juifs. Donc je peux te dire. Et je confirme. Oui, c'est vrai. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'aussi, ils ont une relation très particulière, eux, au lien, qui est difficile, qui n'est pas la même en dehors de leur cercle. Tu verras très peu de gens... j'ai beaucoup d'amis juifs et ils me disent c'est pas facile pour eux de créer des liens avec le reste du monde qui n'est pas juif. Moi, mes amis juifs, je suis le seul ami musulman qu'ils ont. Et ça les attriste qu'ils me disent mais j'ai toujours peur qu'à un moment, quelque part, les gens, parce que je suis juif, parce qu'Israël si, parce que ça, me haïssent. Les Chinois, c'est pareil. Le monde entier se foutait de leur gueule jusqu'à pas si longtemps. C'est maintenant, le Made in China, avant c'était une insulte. C'est maintenant qu'on a dû se calmer parce que ils ont quand même montré aux gens qui met l'eau dans le coco. Mais, enfin, il n'y a pas de... Mais du coup, j'essaye de comprendre où est-ce que ça t'amène. Sur l'Afrique, ce constat, c'est-à-dire que sur l'Afrique, on a ce truc de se dire, OK, sur beaucoup d'échelles financières, on est en bas. Je comprends que ce soit révoltant. Tant mieux, il faut canaliser ça. Mais il ne faut pas, à cause de ça, se reprocher à nous des choses qu'on peut reprocher à tout le monde. C'est-à-dire que tu peux reprocher, je vais donner un exemple, l'éducation financière, on peut reprocher à tout le monde de prioriser le court terme et du long terme. Ça, c'est l'être humain. Beaucoup d'êtres humains, quand ils arrivent, si tu prends en Chine, en Inde, partout où j'ai été, quand on faisait de l'audit, notre mission numéro 1, c'est d'assurer que les gens ne volent pas. Partout, les gens volent. Tu vois, c'est pas en Afrique qu'on vole infiniment plus, tu vois. Mais ça, c'est vraiment le court terme sur le long terme. Mais les Africains, souvent, parce que je pense qu'ils ont eu moins l'occasion de voir les autres zones du monde, se blâment, eux, comme étant c'est nous qui sommes comme ça, on ne peut pas travailler avec nous. Tu sais, moi, je suis un afro-descendant qui a grandi à Paris. Ouais, pardon. C'est quoi ce rire? Paris, c'est le calcio, la Champions League de la vie. Parce que déjà, il y a une cosmopolité qui est assez rare. Et je trouve quand même qu'il y a des éléments qui ne concernent que notre communauté. Dans notre comportement, tu vois, vraiment. La façon dont effectivement, on est court-termiste, bon, ça, on peut dire que les autres le sont aussi, mais quand tu ajoutes ça au fait que on consomme énormément, qu'on a le syndrome de l'objet brillant et on aime montrer qu'on brille plus que les autres, on est plus exploité que les autres. Mais parce qu'on est plus pauvre. On est moins loti économiquement et socialement. Mais quand on essaye de chercher la cause, là, c'est le constat. Mais... non, alors j'avoue que moi, je ne suis pas un homme de cause. Je suis un homme de solution. C'est-à-dire que ma préoccupation, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que quand je vois des gens comme toi, je me dis c'est bon. En fait, s'il n'y avait pas de gens comme toi, je me poserais des questions. Là, je dirais merde, on a un problème. Mais en fait, je vois une émulation. En fait, je ne peux qu'être optimiste. C'est ça le fond de ta question, je pense, sur l'optimisme. C'est surtout, est-ce que tu penses qu'il y a des éléments liés à cet univers-là qui concernent quelque part les Africains? Et penses-tu qu'aujourd'hui, la priorité des Africains est centrée autour de cette affaire d'éducation financière? Et moi, je me pose réellement la question. Autant je sais que pour moi, c'est évident que dans la diaspora, il faut s'améliorer financièrement parce qu'aujourd'hui, par la qualité de vie qu'on a et aussi la force de l'euro et tous ces éléments-là, c'est logique de rassembler de l'argent, de s'organiser pour en envoyer en Afrique. Et ici, en fait, j'avoue que parfois, je suis convaincu que c'est nécessaire et d'autres fois, je me dis non, en fait, il y a d'autres priorités. Bon, en fait, ça dépend. Est-ce que dans l'éducation financière, tu inclus le fait de gagner plus? Pas forcément. C'est là. Pas forcément. L'éducation financière, c'est mieux gérer. Voilà, c'est allouer mieux. Et investir. Voilà. Alors, c'est là où, si tu inclus l'éducation financière comme étant allouer mieux en excluant gagner plus, c'est vrai que les Africains, c'est pas la priorité. C'est ça le point. En fait, pour moi, c'est comme toute une échelle financière. C'est-à-dire que la pyramide de Maslow peut s'appliquer financièrement. C'est-à-dire que tu as
La première étape, c'est gagner plus. La plupart des gens, leur sujet en vrai, c'est gagner plus. Et je dirais même qu'en Afrique, moi, je commence à avoir peur. Je vois des gens dont le problème est qu'ils ne gagnent pas assez, commencer à prendre des solutions de gens d'allocation. Exemple typique, les jeunes Africains qui achètent du Bitcoin, ça m'énerve. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre eux, ils le font dans une logique spéculative de gagner plus, alors que c'est une logique d'allocation, je pense, qui est plus pertinente pour cet asset pour eux. Parce qu'à leur niveau, ils ne sont pas assez connectés à ce monde-là pour pouvoir apprécier et faire des gains comme ils ont. Ils ont d'abord la priorité de se stabiliser et d'investir sur eux. Que tu le prennes comme une allocation de ton épargne, amen. Enfin, très bien, c'est un asset qui... s'il y a un asset qui monte, ça monte. Maintenant, le ratio de temps, dans l'énergie dans lequel ils mettent me fait peur. Parce que, et tu vois, c'est ça peut-être qui est le cœur du problème pour moi entre l'éducation financière telle qu'elle est présentée aujourd'hui, parce que c'est une éducation financière pour des gens qui sont dans un environnement relativement florissant où tu gagnes relativement bien avec un confort de vie. Ma peur, c'est soit que des gens se méprennent. Le meilleur exemple que j'ai eu, c'est une de mes employées. D'ailleurs, plusieurs de mes employés ont eu cette discussion avec moi. Parce que mes employés, moi, j'ai toujours vu ça comme étant aussi des gens à qui je partage mon expérience. C'est pas juste mes employés que je paye. C'est des gens dont l'avenir, j'espère, va me rendre fier. C'est comme ça que moi, je le vois. À un moment, j'ai misé sur eux, en mettant mon énergie, mon temps et mon argent avec eux. J'espère que ça va aller loin. Une de mes employées, un jour, est venue me voir en me disant, parce qu'elle gagnait bien chez nous, très bien, et elle vivait chez ses parents. Donc, elle avait de l'argent de côté. Et elle me dit, oui, Moulay, j'hésite entre investir mon argent dans du Bitcoin, dans des startups ou de l'immobilier. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et je me souviens, je lui ai dit, bon, la vraie question, c'est quoi ton plan? Moi, c'est toujours ça, je dis, toi, tu veux, dans 5 ans, dans 10 ans, tu veux faire quoi? Déjà, ça l'a paniqué, parce qu'elle me dit, mais pourquoi tu me demandes ça alors que je veux juste savoir ce que je fais maintenant? J'ai dit, tu vois, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce qu'en fait, tu prends des outils d'allocation de gens où l'étape prioritaire, c'est le plan. Et elle ne fait pas cette étape. Je suis d'accord. Ils sautent, en fait. Les gens vont directement à ce qui est leur problème du moment. J'ai de l'argent, qu'est-ce que je fais? C'est que pour moi, ça, c'est de l'éducation financière. Exactement. C'est là où je te dirais que... Parce que souvent, quand tu fais le plan, tu vas te rendre compte qu'en fait, merde, bon, je suis déjà pas mal, je suis déjà bien en avance, et tu te rends compte qu'en fait, non, ta priorité, c'est pas à quel point l'actif dans lequel tu mets de l'argent va avoir un taux énorme de gains chaque année. Complètement. C'est pas ça. Le but, c'est pas de gagner plus. Ouais. Le but, c'est comment mettre l'argent à ton service. Amen. Pour te développer. Mais les gens ont du mal à faire ça. Et du coup, j'ai dit, mais en fait, de ce que moi, je vois de toi, ton sujet, c'est ta prochaine étape. Dans 5 ans, elle m'avait dit, je veux pouvoir manager des gens et je veux pouvoir être dans une startup internationale, genre YouTube, etc. J'ai dit, donc toi, ce dont tu dois investir aujourd'hui pour atteindre ce goal-là, c'est toi. Elle me dit, mais comment ça? Je dis, déjà, ton anglais n'est pas ouf. Je lui dis, prends ton argent. Tu peux être en remote avec nous, là, donc tu peux te bouger. Va bosser un peu aux US. Va rencontrer des gens dans les environnements dans lesquels tu veux être. Va être dans l'environnement dans lequel tu veux être. Ça va te coûter plus cher que d'être là avec tes parents, c'est vrai, mais ça va te donner des dividendes incroyables dans le futur. Le meilleur actif, ça reste toi. Les autres actifs, c'est quand tu as un excédent et que surtout, tu veux, comme tu dis, le faire travailler pour toi. Elle me dit, ah, ok. J'ai dit, en fait, tu as besoin d'argent à quel moment dans ta vie, là? Tu imagines avoir besoin d'argent quand? Elle m'a dit, ah, ben un jour, j'aimerais bien pouvoir faire une maison. Je dis, c'est très bien. J'ai dit, tu veux le faire quand? Mais quand je suis marié. Parce que c'est une femme africaine, vraiment, elle me dit, quand je suis marié. Je dis, bon, donc avant que tu sois marié, c'est pas une urgence. Acheter le terrain, l'immobilier, c'est pas urgent. Elle me dit, non. Je dis, bon, par contre, le mari, c'est un préalable à cette histoire. Elle me dit, oui. Je dis, qu'est-ce que tu fais comme investissement pour trouver un mari? Et là, elle m'a regardé en mode, mais comment ça? Je dis, mais dans ton plan, c'est l'un des éléments les plus clés. Tu viens de me dire, toi-même, même pour avoir une maison, il faut un mari. Pour avoir une famille, il faut un mari. Pour avoir un mari. Qu'est-ce que tu fais pour avoir un mari? Il me dit, bah rien. Je dis, il faut que tu mettes de l'argent pour avoir un mari. Elle dit, mais comment ça? Je dis, mais le type d'homme que tu cherches est peut-être quelque part où il faut payer pour y être. Il faut faire des trucs. Et je te jure, jusqu'à maintenant, elle me fait trop rire parce qu'elle m'en reparle tout le temps. Elle me dit, Moulay, cette discussion, tu sais, a changé ma vie. J'ai dit, non, mais je veux bien. Mais en fait, je lui ai dit, c'est là où ça se joue. Donc, l'éducation financière, je pense que les gens le voient aujourd'hui, et tu as raison de le rappeler, les gens le voient que sur le petit axe de où est-ce que je mets mon argent pour qu'il grossisse le plus vite. Ils ne comprennent pas, comme tu dis, toute cette notion de comprendre les dynamiques d'argent même et ces dynamiques personnelles autour pour faire travailler l'argent pour toi. Mais c'était le débat que j'ai eu avec elle. Tu vois. Donc, c'est pour donner un exemple très concret d'une Africaine. Elle, c'est une Africaine vraiment simple.
Ou un autre de mes employés, pareil, qui gagnait un petit peu, parce que j'ai la chance, les employés, du coup, gagnent bien par rapport à leurs collègues, qui me dit, bon, Moulay, on m'a montré un terrain à Bassam. J'ai envie d'acheter le terrain, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, écoute, il a quoi? Il a peut-être 20 ans. Je lui dis, je comprends que ce soit... Parce que, par contre, ça lui a demandé, en plus de ses économies, de faire un petit crédit pour compléter. Je lui dis, écoute, tout dépend à quel point le bien est complet. Il me dit, comment ça? Je dis, franchement, de mon expérience en immobilier en Afrique, il vaut mieux pas prendre les trucs où les terrains sont à habitation villageoise, c'est pas encore un ACD. Je lui dis, moi, si tu me poses la question, un jeune en Afrique doit prendre son argent pour acheter plutôt des projets immobiliers qui seront peut-être dans 5-10 ans, où on te donne le bien, ton titre de propriété, tout est carré. Le problème en Afrique, souvent, des terrains, qui sont d'ailleurs la première chose sur laquelle tes parents te poussent dès que tu as un peu d'argent, c'est que oui, c'est un actif spéculatif qui va prendre énormément de valeur potentiellement. Le problème, c'est que le métier de cet actif, le travail de l'actif, c'est le combat juridique. Parce que tu as des gens qui vont venir essayer de le prendre, tu vas avoir des problèmes pour avoir les papiers, ça va être une guerre. Donc quand tu dis acheter le projet, c'est en fait tu conseilles d'acheter sur plan, quoi. Oui, ou en tout cas... Avec déjà un promoteur qui est installé, qui a... Oui, parce que c'était ouf, parce qu'on a regardé lui et moi, je lui ai dit, mais en fait, c'est le même budget qu'un terrain. C'est le même budget. C'est à peu près les mêmes budgets, fondamentalement. La raison pour laquelle les gens vont sur les terrains, c'est que c'est des petits budgets en valeur nominative, en valeur absolue. Lui, je crois que c'était genre 10 millions. Et je lui disais, mais en fait, pour ces 10... J'ai du mal encore avec les 10 millions, alors c'est 15 000 euros à peu près. Ok. C'est ça, 15 000 euros pour le terrain. Et à peu près... Alors, je crois que c'était 15 millions, plus un petit crédit, il pouvait mettre un apport pour avoir un appartement. D'accord. Mais c'était plus loin. Il me dit, ah, mais c'est loin. J'ai dit, mais quand tu vas avoir besoin de l'appartement, là, ce sera la ville, mon frère. Ce sera la ville. Et là, il m'a dit, ah ouais, je sais pas. Bon, lui, il m'a pas écouté. Il a pris le terrain. Mais fast forward, ça, c'était il y a 4 ans. Maintenant, il est venu me voir en me disant, ouais, t'as raison, le terrain, là, c'est que des problèmes. Tous les jours, je suis là. Et je lui ai dit, le pire... Oui, parce que tu dois... Enfin, t'es en charge de tout développer. Oui, et tu dois aussi toi-même... Voilà, fonds. et tu dois toi-même déjà te battre pour que le terrain soit effectivement reconnu. Ça, c'est dur. Si même quand tu as les réseaux, les experts et tout, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et ça coûte une énergie folle. 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 Donc moi, je lui ai dit, écoute, mon ami... Et ce qui m'a fait mal, c'est qu'il m'a dit, en plus, tu as raison, parce que si j'avais mis l'argent dans ce projet-là, immobilier, j'aurais pu vendre plus facilement le projet immobilier si j'ai besoin de capital. Parce que la vie est telle qu'elle est. Moi, je lui ai dit d'abord, évidemment, je vais préciser, les deux, je leur ai demandé, est-ce que tu as tes 6 mois d'épargne de sécurité de prêt? Et là, ils ont tous les deux dit, non, je sais même pas c'est quoi. Non. Bref. Donc voilà. La base. C'est la base. Mais les gens ont pas. L'argent est la base. Donc, l'éducation financière, oui, il faut. Le problème, c'est que j'ai peur que les gens n'en fassent pas ce qu'il faut. Donc, ça va être la clé, c'est de bien expliquer aux gens. En fait, je me dis, moi, l'éducation financière, c'est ce qu'il faut parce que ça ne commence pas, comme tu l'as dit, par comprendre techniquement quelles sont les différentes solutions d'investissement qui vont t'enrichir. Ça ne commence pas par ça. Exactement. Et c'est en ce sens-là que je trouve ça super important. J'ai quelques discussions aussi avec... Tout à l'heure, je parlais avec mon taxi. Et je me rends bien compte que, en fait, c'est un peu le même phénomène qu'on a en France. Mais ici, c'est encore plus flagrant parce que tout le monde s'use au travail. Exactement. Et les gens courent tellement derrière l'argent qu'on dirait qu'ils en oublient leur propre existence. Clairement. Alors qu'il y a une force humaine ici, mais incroyable. On sent le dynamisme, on sent cette énergie-là. Et je peux pas m'empêcher de me dire que cette éducation financière, si elle était présente, elle permettrait tout simplement aux gens de se remettre au centre, en fait. Exactement. De se remettre au centre pour pouvoir comprendre leurs valeurs, comprendre ce qu'ils voudraient faire et mettre un peu ce qu'ils gagnent à leur propre service pour développer les choses. Exactement, mais tu sais, nous, c'est dans State of Africa, du Conference Africa, c'est ça notre pilier. Nous, nos piliers, le premier, c'est le self-awareness. On leur dit, en fait, tout ne part que de là. Parce qu'il n'y a pas de chemin de la réussite. Il y a ton chemin. Le sens, c'est pour ça que là, en ce moment, bon, c'est de la philosophie encore de comptoir, mais ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'éducation financière et l'énergie. Moi, je suis anti-bonheur. Mon gros sujet du moment, je dis aux gens, vous faites chier avec le bonheur. C'est un truc profondément occidental, égoïste au possible en plus, parce que c'est abstrait et changeant au possible. Par contre, vous oubliez le sens. Alors que le sens, c'est un truc qui est plus stable, plus personnel, moins sujet à le dernier post Instagram d'un influenceur qui t'a fait rêver. Le sens, ça ne t'affecte pas, ça. En tout cas, moins. Que le bonheur où
Tu vois une de tes potes faire un voyage à Bali, bon, ben voilà. Hein. Je me dis, le bonheur, c'est aller à Bali. Tu vois, je déteste ce truc-là. Et pour revenir sur l'argent, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Les gens oublient que c'est un moyen. C'est pas la fin. Le but de la vie, c'est pas d'accumuler de l'argent. Comme dit Youssoupha, t'as jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. C'est pas le projet. Mais les gens sont dans ce projet. Mais vraiment, hein, c'est une obsession. C'est une obsession. Et je comprends et on est dans le manque. Quand tu es dans le manque, c'est ce que tu as. Mais la seule façon de le résoudre, comme je dis souvent aux gens, c'est de le prendre étape par étape et idéalement de demander aux gens qui ont ce que tu penses que tu veux avoir. Parce qu'en général, eux, comme toi et moi, il va leur dire hey, mon ami, reviens à la base. Je dis souvent, de la même manière que tu vas rarement avoir quelqu'un de riche qui te dit que tu es avare ou que tu épargnes trop, tu vas rarement avoir quelqu'un de fit qui va te dire tu vas trop à la salle. Tout ce qu'ils vont te dire, c'est peut-être pas la priorité là. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut prioriser, mais ils vont jamais te dire que ton intention et ton action est mauvaise. Ils vont juste te dire, peut-être techniquement, commence par ça. Fais ci d'abord. Non. Mais les gens, malheureusement, leur premier réflexe, c'est pas de se consulter. Après, pour leur défense, il y a beaucoup d'injonctions. Je sais pas à quel point, parce que j'ai pas encore parlé de ça beaucoup avec mes amis français, mais c'est vrai que je trouve qu'en Afrique, quand tu as le privilège d'être un noir qui gagne un peu, tu as beaucoup d'injonctions. Et des injonctions d'un autre temps. Par exemple, beaucoup de tes parents vont te dire achète un terrain, achète quelque chose, achète, épargne, nanana. Et des injonctions qui, souvent, comme beaucoup, et ce qui me fait peur, est dénué de pourquoi. Je fais exactement le même constat que toi et pas au même niveau. Ouais, vas-y, dis-moi. Moi, je viens ici clairement hein, pour enquêter. Exactement. Tu vois, je viens d'arriver, donc je parle, j'observe. Et la plupart des gens, quand je demande, bon, c'est quoi le truc dans lequel il faut investir, c'est quoi pour toi qui fonctionne, j'essaie de vraiment parler aux locaux. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde me dit l'immobilier. Ben oui. Je dis, mais c'est pas possible. Ça peut pas être que ça. C'est évident qu'il y a tellement tout à construire que ça peut pas être que l'immobilier. Mais c'est ce qu'ils voient. Pour leur défense, c'est ça que moi je dis qui est le plus gros danger. Dans notre monde actuel, plus qu'avant, il y a encore plus de poids sur ce qu'on voit par rapport à ce qu'on ne voit pas, ce qui est dangereux. Parce que les alternatives, parce que je dis souvent aux gens, si tu vas avoir un gestionnaire de patrimoine dans une banque privée en Côte d'Ivoire et que tu lui demandes la répartition des actifs des gens qui sont fortunés, les gens vont être choqués de voir que la plupart, c'est pas dans l'immobilier. C'est pas là, ils mettent tout leur argent. Mais oui. Non, les gars placent en bourse, ici ou ailleurs. Mais ça, tu le verras pas. Ici, là, toi, tu vois les immeubles, tu vois pas autre chose. Tu places toi dans la BRVM? Ah, c'est toute ma life maintenant. Ah, toute ma life. Intéressant. Toute ma life. On aurait dû en parler. On peut, si tu veux, avec plaisir. Mais un petit peu. Mais pour moi, c'est le meilleur levier de contribution au développement de l'Afrique. La BRVM. La BRVM. Je m'explique. En tout cas, si tu es intéressé à l'Afrique de l'Ouest. Par exemple. Plus que les PME, du coup. Oui. Je dis souvent aux gens, investir dans la boîte d'un ami, c'est un métier qui est plus dur à comprendre qu'investir dans une bourse. Là, je suis d'accord. C'est plus dur. Oui. 1. 2, les retours sont plus souvent bien meilleurs en bourse qu'avec ton ami. Les retours financiers. Parce que le problème, c'est que la probabilité que ton ami y arrive est très basse. Au-delà de ses compétences. Et la troisième chose que je dis souvent, c'est l'impact. Si tu réfléchis en disant, j'ai 1000 euros à mettre, et je veux que les 1000 euros impactent le plus de gens en Afrique, contrairement à ce que les gens imaginent, ça aura probablement plus d'impact en le mettant dans une boîte ici, qui va embaucher plus de gens que ton ami pourrait le faire. Et c'est là où c'est compliqué. Donc pour toi, ce sont les grosses boîtes qui vont développer essentiellement l'Afrique? Mais c'est le monde entier qui est comme ça. C'est encore une fois, on fait l'erreur d'oublier. Je dis souvent aux gens, le meilleur rappel, c'est, tu sais que si tu prends la Californie, l'État de Californie aux États-Unis, c'est la 6e puissance mondiale. Juste cet État sur les 51 autres. Tu prends la Californie et la côte Est, donc New York et autres, t'es, je pense, 30-40% du PIB américain. Ce qui se passe, c'est que tu as 2 États qui ont 49 autres États comme clients. Et c'est pareil en Chine, c'est pareil partout dans le monde. Mais on vit une nouvelle époque aujourd'hui. On est à l'ère de l'IA. Ouais. Les grosses boîtes, c'est une philosophie qui est en train de disparaître. Non, mais les grosses boîtes sont la forme beginner. L'IA va accentuer ça. Les gens pensent que l'IA va répartir. Pour moi, l'IA va accentuer les inégalités. Ça va pas les réduire. Ça va être encore plus de gens, encore moins de gens. Dans le cas où l'IA respecte que les règles du capitalisme. Exactement. Mais le capitalisme est conçu pour l'accumulation de capital, la concentration du capital. L'IA est l'outil
Mais si tu regardes la technologie de manière générale, c'est pas que l'IA. La technologie a accentué la concentration. Ce que la technologie fait, que ça a été la vapeur, l'Internet, c'est quoi? Ça concentre le capital dans les mains de peu en échange du fait que ces gens améliorent le confort des autres. C'est très simple. Tu améliores le confort des gens, le capital se concentre sur toi. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre les niveaux de concentration actuels. Parce que si tu regardes des Zuckerberg, des Elon Musk, le niveau de concentration qu'ils ont est une fonction du niveau de confort qu'il y a. Si tu dis aux gens demain, on arrête Facebook, les gens ne se rendent pas compte que notre société aurait du mal à fonctionner maintenant. Tu ne saurais plus comment fonctionner. Beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. Et c'est ça qui c'est comme ça que je dis souvent que si tu comprends cette logique du monde, tu te dis, OK, ben en Afrique, c'est la même chose. Il y a un article de l'économiste que, si tu veux, je t'enverrai, que je trouvais incroyable, qui disait « L'Afrique a un problème de narratif qui est que on veut avoir plus d'entrepreneurs. On dit tout le temps, on est le continent d'entrepreneuriat. Alors que partout dans le monde, y compris chez nous, une zone se développe pas par le nombre de sociétés, mais par la taille relative qu'ont les plus grosses sociétés. Parce que c'est elles-mêmes qui donnent du travail à toutes les autres. Donc, ce que l'Afrique a besoin, et c'est ce que je dis souvent aux gens, on n'a pas besoin de plus de petites boîtes. On a besoin de plus de grosses boîtes. C'est ça que tu me demandes, moi, quelqu'un qui me dit, je suis en Europe, je veux investir, je lui dis, va à la BRVM, va pas être chez ton ami, va pas faire l'immobilier. Tu me dis, je suis en Europe, je veux venir travailler ici, je lui dis, va travailler dans un grand groupe africain plutôt qu'ouvrir ta boîte. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça qu'on accumule plus de capital, plus d'expérience et qu'on diffuse. Ce n'est pas en créant la petite boîte que tu as. J'en ai créé une, donc je suis bien placé pour savoir. Et je suis même l'une des exceptions qui est allée jusqu'à un niveau Après, c'était une petite boîte, mais avec de la croissance. Oui, qui est devenue énorme. Le fait de devenir énorme sur une échelle de temps très petite. Donc, c'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes. C'est pas l'esprit de l'État, c'est pas l'état d'esprit de la PME, quoi. Exactement. Si tu regardes la réalité, nous, au final, je peux dire une chose, on a permis aux gens de créer plus de 10 000 emplois en Afrique. Bravo. Tu vois, dans mon article que j'ai écrit sur la fin de la boîte, je me suis rendu compte que ma chance, c'est que j'ai permis de créer, en fait, 2 ou 3 emplois par jour de travail. Quand je regarde. Ça, c'est un truc dont je suis très fier. Mais je suis une exception. Je ne suis pas la règle. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que si les gens comme moi... Comme tous les start-upers voilà. qui réussissent. Mais si nous, on ne dit pas ça, les gens vont tous vouloir faire comme nous. Alors que ce n'est pas ça le système. Le système, c'est, moi, demain, il est plus probable que j'aille rejoindre une boîte que j'en crée une nouvelle. Il faut que ce soit très clair pour les gens. Et je ne le dis pas en mode fais ce que je dis, pas ce que je fais. T'es prêt à redevenir salarié, là? Ah, c'est oui. ça que t'es en train de me dire. Oui. Mais moi, j'ai toujours considéré que la vie de salarié est ce qui convient à la plupart des gens. Je suis une exception. Je me suis retrouvé dans un truc d'entrepreneur parce que ça m'a changé. Mais demain, c'est pas dit que je retourne dans cette affaire. Hein. Vous êtes marrant, vous. Non. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai acquis aura encore plus d'impact si je le fais dans un grand groupe africain. Je pense que je créerai encore plus d'emplois, je changerai encore plus de vie, je formerai encore plus de talents si je suis dans un grand groupe que si je reprends. Et j'ai plus aussi la réalité, c'est que j'ai plus la même énergie. À un moment, l'énergie à partir de zéro là, que j'avais quand j'avais 27 ans, oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, là, j'ai 34. Je suis encore jeune, tu me diras, ouais. Non, quoi, 37. Je raconte quoi, 37? Je suis un vieux père. Tu triches. 37, c'est ça, j'oublie tout le temps mon âge. Voilà. Franchement, c'est un truc que j'ai du mal. Mais ça va. Mais je comprends l'idée d'énergie, en tout cas. Non, l'énergie. Et je me dis juste... Devoir se relancer dans une nouvelle aventure à 37 ans, ça va, mais non, c'est faisable. Quand tu as usé de l'énergie déjà avant, c'est faisable. Je peux comprendre. Peut-être que, comme beaucoup d'entrepreneurs, au final, à grand succès, c'est je vais retravailler un moment et après recréer un truc à 50 ans. C'est ce que beaucoup de gens font, hein, contrairement à ce que les gens imaginent. C'est vrai. L'entrepreneur moyen à succès, il a plus de 40 ans, il n'en a pas moins. Tout ça pour dire la BRVM, sans faire la technicité dans tous les aspects actifs, de manière générale, je recommande aux gens, quand les gens me posent la question en disant « je veux avoir de l'impact en Afrique », ma première étape, c'est investir dans une bourse africaine, la BRVM étant la plus facile d'accès, je trouve. La plus safe aussi, parce que, comme je te disais, la BRVM a l'avantage de ne pas avoir quasiment de crack, parce que les variations quotidiennes sont bloquées à 5%, en hausse ou en baisse. Oui. Donc c'est c'est encore plus safe que les marchés. Par contre, ça force un autre truc que moi j'aime beaucoup, ça te force à être plus long terme que si tu es sur les marchés américains et autres qui sont le fait de spike. Donc c'est mon avis personnellement et ça va avec ma philosophie de si on veut développer notre zone, il nous faut des grosses boîtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour des initiatives, mais si tu me poses la question aujourd'hui à l'échelle de l'individu, il vaut mieux être dans un grand mouvement. Je donne un exemple simple. Quelqu'un vient me voir demain, moi, Moulay Tabouré, me dit « Ah, j'adore l'éducation financière,
mon premier réflexe va être de lui dire, va essayer de bosser avec Loïc plutôt que de vouloir créer ta boîte. Il faut qu'on arrête ça. Si tu me demandes un conseil que je donne aux gens maintenant, arrêtez de vouloir créer. À la limite, faites comme moi, rejoignez. À la limite. Mais on n'a pas besoin que tout le monde crée. C'est bon. Il y a déjà assez d'initiatives, il y a déjà ce truc. J'entends ce que tu dis. En fait, pour moi, ce que tu dis est logique. Ouais. Et dans le même temps, comme tu sais, il y a 2 semaines, on a fait le Nekao Gala, il y avait Oui, Stanislas Zézé. oui. Et J'ai vu les photos, c'était beau. Stanislas Zézé défendait l'idée que Ouais. si tu veux faire de l'argent aujourd'hui, c'est Ouais. en Afrique que ça se passe. Oui. Et oui, la bourse africaine, c'est quelque chose, Ouais. mais la croissance se passe au niveau des PME. Oui, parce oui, qu'elle oui. est exponentielle, tu vois. Oui. Attention, ça c'est factuel, mais la croissance au niveau des PME, mais ce que lui il ne dit pas, ça demande un talent pour les piquer et un réseau. Et une énergie. Et Ça une veut énergie. dire qu'il Oui. nous a clairement fait comprendre que Mhm. pour que ça fonctionne, Ouais. il ne faut pas approcher la chose comme un simple investissement, Non. mais il faut vraiment donner de toi dans l'entreprise Exactement. pour que ça fonctionne. All Donc, hands. c'est de l'entrepreneuriat, quoi. C'est tout. Mais et du coup, ce qu'il dit, on est aligné. Lui te dira, vaut mieux aller dans une PME qui marche. Tu donnes ton expertise, tu donnes ton expérience, ton âme, ton énergie pour monter à un niveau supérieur. Et c'est ça que moi je veux. Ah, et c'est ça que tu veux pour toi, Oui. alors, plutôt que de devenir salarié d'une grande boîte. Alors pour moi, Qu'est-ce que ça tu revient. préférerais entre les deux? Pour moi, les deux se vont. Je préférais, je pense, une plus petite structure qu'une grosse, parce que je pense que ma nature étant de vouloir construire des choses, il y a plus à construire quand c'est petit que La quand c'est grand. croissance. Voilà, c'est sûr. C'est-à-dire que ça va. Moi, je suis comme toi. Hein. Ouais. Moi, je sais que ma grande force, Ouais. c'est de faire passer un projet de 0 à 1. Voilà. Toi, de ce que tu me dis, c'est de 1 à 10. Ouais, voilà. Et t'en as qui sont nés aussi pour gérer. tu Oui, vois. oui, voilà, exactement. Mais il faut le saluer. Mm. Et je veux Oui, chacun sa célébrer force. plus de ces gens-là, Mm. qui en aient plus qui viennent. Et même si tu es bon de 0 à 1, il y a peut-être quelqu'un qui est à 0,2 qui n'est pas à 1 encore. Mm. En fait, bon, après, tu me diras, c'est mon histoire dont on a commencé à parler. Je suis quelqu'un qui est pour l'association avant la création. C'est vraiment qui je suis. D'accord. C'est même pas, je fais même pas semblant. Tous ceux qui me connaissent, mon associé, il arrête pas de se foutre de ma gueule parce que je lui disais encore l'autre jour, lui, il commence à accompagner plein d'entrepreneurs et de startups dans l'agriculture, dans plein de domaines. Et il a croisé un gars qui voulait le recruter pour rejoindre sa boîte. Et il m'a dit, je lui ai dit, mais ce gars-là, plutôt que de recruter toi, il devrait parler avec son concurrent. Et il rigole. Je lui dis, mais les deux concurrents sont complémentaires, mais aucun n'arrive à aller quelque part. Ils n'ont qu'à bosser ensemble. Mm. Et à chaque fois, il rigole, il dit que moi, c'est mon premier réflexe. Même Africrea, ce que les gens ne savent pas, avant de lancer Africrea, j'ai essayé de fusionner avec 2 boîtes différentes avant de lancer Africrea. Ça n'a pas marché. Quand on a fait Africrea, j'ai essayé d'en racheter une 3e aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Mais je suis convaincu que si ces étapes avaient marché, on serait allé encore plus loin. Mm. Et si tu me demandes, c'est ça. Moi, ma conviction, c'est notre force. Et C'est Stanislas la fusion. La fusion. Stanislas a dit ça dans notre podcast à nous, une chose qu'il a dit, Stanislas, pour le reprendre, que c'était la chose peut-être où il pense que les Noirs ont le plus de mal, c'est travailler ensemble. Je dirais que pour moi, s'il y a un symptôme qui est plus grave qu'effectivement ailleurs dans le monde, c'est ça. Mm. Plus que, comme tu dis, le court-termisme, plus que tous ces trucs-là. Non, mais il y a un réel traumatisme. Oui, là, et qui a été diffusé, sciemment entretenu, et qui, en plus, joue sur un trait humain. L'avantage qu'on a, c'est que je pense que nos cultures, à la base, ne sont pas comme ça. Donc, nos cultures vont faire forcément un contrepoids. Et ce que Et j'essaie... ça commence déjà. Hein. Ça commence. Et moi, j'essaye justement d'aller dans ce mouvement en disant aux gens, le meilleur moyen d'être un noir qui change le monde, c'est être un noir qui le fait avec les autres. Mm. Ça peut ne pas être avec des noirs, mais fais-le avec des autres. Ne le fais pas tout seul. Ne pars pas, toi, dans ta vision du monde, en mode « je dois, moi ». C'est très blanc, je pense. C'est méchant ce que je dis, mais c'est très sauveur. De dire « moi, moi, je vais sauver. Moi, je suis le… » Je suis complètement d'accord. C'est très blanc. C'est cliché de dire ça, mais pour moi, noir qui se respecte, c'est nous. Tu peux avoir le « je pense que je peux Ubuntu, apporter ». au Voilà, final. l'Ubuntu. Voilà ce que les gens disent dans la travail Ubuntu, exactement. Mais s'il y a une chose que tu me poses la question, est-ce que je suis malien? Dans ma psyché, je me rends compte que ça, c'est très malien. Tu es africain. C'est très africain. Tu vois, je peux pas l'enlever de moi. Mm. Et tout mon parcours, le monde, comme on en a parlé, en fait, c'est qui je suis. Je peux même pas le faker. C'est-à-dire que je peux même pas faire semblant. Je peux pas... Pour toute la confiance que j'ai en moi-même, pour toute l'estime que j'ai en mes compétences, ça ne se fait pas sans les gens. Si moi, je le dis, je vois pas pourquoi les autres ne pourraient pas l'entendre et idéalement essayer. Il faut que les gens essayent.
Donc moi, c'est ça que je suis content quand j'essaye de créer des trucs, de réunir les gens. Et c'est Kai qui est mon saint-père là-dedans, parce que lui, c'est monsieur fédérateur. Moi, je suis monsieur contributeur. Donc, j'essaye d'amener les gens à aussi contribuer. Si tu n'es pas forcément aussi loin qu'un fédérateur qui crée des assos, qui crée tu peux au moins contribuer. Absolument, Avant de créer, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Donc, ouais, je pense que financièrement, c'est pareil. C'est pour ça que investir à la BRVM, c'est un peu ça. Ou comme investir dans une PME, mais il faut que tu contribues, par contre. L'avantage de la BRVM, c'est que la distance est plus grande. Tu n'as pas besoin de t'investir autant. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a une vraie place pour ça. Et je pense que oui, en fait, à un moment, j'aime bien rappeler aux gens, quand vous mettez de l'argent dans une action en bourse, en France ou aux États-Unis, vous aidez une boîte américaine ou française à se développer. Absolument. Il faut l'accepter. C'est le principe. Donc, pourquoi pas mettre un peu dans nos boîtes africaines ? C'est ma philosophie. Tu sais ce que j'ai l'habitude de dire à nos Nécaïens, c'est qu'on vit dans un monde capitaliste aujourd'hui. Amen. Je ne suis pas convaincu que ce soit le modèle parfait, même si peut-être qu'il a été nécessaire pour qu'on arrive là où on en est aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que c'est un peu ce qui représente nos chaînes, surtout Exactement. quand on ne l'utilise pas. Est-ce que ce monde finira capitaliste ? Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir nous libérer de nos chaînes, c'est de plugger à ce monde capitaliste. Et donc, ça passe aussi par s'enrichir avec ce dans quoi vous consommez. Ça, c'est quand tu vis dans la diaspora... Meilleur investissement de stratégie. Voilà. Investir dans ce que tu as consommé. Oui. Tout ce que tu consommes, là, tu as la possibilité d'avoir des actions dedans. Tu as des Nike, est-ce que tu as des actions Nike ? Tu as un iPhone, est-ce que tu as des actions Apple ? Commence par là. Oui. Mais après, effectivement, si tu as compris que ce monde-là fonctionnait d'une certaine façon, tu es obligé de te reconcentrer un peu vers l'Afrique. Amen. Et la BRVM, à ce niveau-là, c'est clairement, selon moi, mais ça doit faire partie de la stratégie d'investissement d'un Afro qui se sent un minimum panafricain. Exactement, et qui veut avoir de l'impact. Moi, ce que je dis, c'est, encore une fois, passer de l'info à l'action. Tu as l'info, tu sais qu'il faut investir. Si tu veux aller à l'action, investir en Afrique, tu peux faire simplement la BRVM. Là, par exemple, je suis très content dans le groupe d'investissement qu'on a créé là, avec SOA. On a eu nos premiers dividendes là, parce qu'on a pris du Shell, Vivo Energy, qui est donc la société ici qui exploite la marque Shell de station, mais qui aussi exploite la marque KFC. Et moi, j'ai pris ça parce que, en fait, quand j'ai pas de voiture, mais quand j'ai ma moto, j'ai tout le temps chez Shell. Quand je mange souvent, j'aime bien le KFC. Bon, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, moi je trouve que c'est exceptionnel ici le KFC. Donc je me suis dit, mais je vais mettre mon argent là-bas. En plus, c'est une des boîtes qui fait le plus de dividendes dans la région. Donc, quand j'ai eu mes dividendes, j'étais heureux. Parce que je me suis dit, mon argent me revient quelque peu. J'ai dépensé chez eux. À un moment, ça revient. C'est doux. C'est doux. Donc, j'invite les gens à tester. Franchement, c'est très, très sympa. Mais de toute façon, on en reparlera de tout ça. Et puis, tu vas me présenter aussi des gens. On en a déjà parlé. Brice et tout. Ouais, t'inquiète. Tout. Welcome. Les ponts vont se faire. Les Nécaïens, ne vous inquiétez pas. Les ponts même sont déjà créés, en vrai, pour être honnête avec vous. Mais merci en tout cas pour ce moment. Pour finir, j'ai juste 2 petites choses à te demander. C'est... partons du principe que le jour où tu fermeras tes yeux, tu auras 100 ans. Qu'est-ce que tu aimerais te dire que tu as apporté à ce monde ? Et ensuite, à la fin des podcasts, on adore partager notre coup de cœur. Et notre coup de cœur, c'est quelque chose de positif qui nous est arrivé. Ça peut être une expérience dans la semaine, une musique, un film, un livre, peu importe. J'aimerais que tu partages ton coup de cœur. Ça c'est compliqué. Alors, le 100 ans, savoir ce que j'y pense souvent. Ma grande mission de vie pour moi, c'est comment je vais réussir à prouver et accompagner que les gens différents de la majorité peuvent la servir et l'élever. Ça, c'est mon gros sujet. C'est de me dire, la différence est là, et quelque part, c'est ça que sert des déviants. C'est que normalement, les déviants doivent pousser la norme vers le mieux. C'est un rôle, quoi. Tu as une responsabilité quand tu es déviant. Ouais, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Et je mesurerai, quel que soit l'âge à laquelle je meurs, la qualité de ma vie aux gens de ce type que j'aurais stimulé ou accompagné. J'entends ce que tu dis. C'est ça que j'essaye de me dire. Coup de cœur. Coup de cœur. Ça peut être un sourire, ton fils qui t'a dit « Papa, je t'aime ». Bon, je sais qu'il parle pas encore. Il n'est pas encore là, le gaillon. Coup de cœur, j'essaie de réfléchir. En ce moment, j'aime beaucoup, alors je fais une dédicace à une personne de la tribu SOA qui m'a recommandé un manga qui s'appelle Free Ren, que je regarde en ce moment. J'ai débattu pour regarder, parce que c'est une histoire sur une elfe qui évidemment ne vieillit quasiment pas, il y a plus de 1000 ans. Et qui vient, le manga commence le moment où elle finit la quête de tuer le roi du mal avec ses amis héros humains. Donc, le manga commence, c'est fini, ils ont gagné.
Et bah, du coup, il célèbre et bon, tu fais quoi, toi, maintenant? Nanana. Et ça tombe pile pour moi, parce que c'est un peu la même situation pour moi aujourd'hui. J'ai fini une quête, qu'est-ce que tu fais après? Et c'est mon coup de cœur du moment, parce qu'effectivement, Frieren, ce qui est ouf, en plus, comme elle est vieille, elle vieillit quasiment pas, les humains préparent tous leur mort. Donc, tu la vois 50 ans après, quand les autres meurent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à faire sa vie. Et c'est ouf parce que tu te rends compte que... Je sais pas comment expliquer. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. C'est que Frieren, qui a vécu 1000 ans, tout le manga, tu te rends compte qu'en fait, elle fait sa vie aujourd'hui en fonction de ce que les êtres humains ont fait ou lui ont dit qu'ils l'ont touché. Même si tu vivais 1000 ans, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu ferais ou ce que tu déciderais de faire après au truc est beaucoup une fonction de ce que les gens autour de toi t'ont dit. Te renvoie, te reconnaît. Et ça m'a... Je sais pas comment expliquer. Ça m'a touché parce que je me dis, ouais, en fait, en vrai, on vit pas si longtemps que ça, les êtres humains. Mais au final, à la fin, ça reste les gens autour de toi. Ça reste ça qu'il faut cultiver. Ça reste là où est le sens. En vrai, donc, il y a plein de trucs. En plus, le manga est bien fait. Si les gens veulent regarder, c'est 28 épisodes. Il est pas long. Il a gagné plein de prix l'année dernière. Donc, moi, je snobais comme tout snob qui se respecte en disant, ouais, tout le monde en parle. Peut-être c'est chum. Mais bon, je suis dessus, là. C'est mon coup de cœur. Si tu me poses une question, là, vraiment, en ce moment, c'est ça mon coup de cœur. Là, quand on se laisse, je vais aller manger, mettre mon petit Frieren, je vais être dans ma chambre, guetter ça. Non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça inspire. T'as beaucoup de gens qui disent que la vie est un passage. Et je trouve que cette phrase, elle veut dire énormément de choses. On a tendance à se demander comment est-ce que je peux volontairement comprendre et avoir une influence sur le monde, etc. Ouais. Mais en fait, quand t'as compris que c'était plutôt la notion de passage qui était importante, bah, tu te comprends que tout se passe dans le mouvement de façon consciente ou inconsciente. Exact. Et donc, ce que les gens vont te renvoyer, c'est juste ce que t'incarnes malgré toi. Exact. Voilà. Ouais. T'as possibilité parfois de l'améliorer ou pas, dépendant de ce qui se passe dans ta vie, mais super intéressant. Merci en tout cas. Coup de cœur, voilà, Frieren, j'aurais pas pu dire ça, mais ça fera plaisir à Sarah Lejou qui me l'a recommandé, donc voilà, elle peut être contente. Donc, comme quoi, j'aurais pas pensé dire ça, mais ouais, franchement, c'est un bon coup de cœur du moment. Merci encore de m'avoir invité, hein, Loïc, c'était un plaisir. Non, mais avec grand plaisir. Merci de m'avoir accompagné dans cette initiation au podcast sur le continent africain. Ouais. Moi, c'est ça mon coup de cœur. Voilà, c'est cette nouvelle aventure-là qui m'attend. Ça m'excite au quotidien. Ouais. Et c'est stimulé là, tu sais. J'adore en fait. Tu vois. Moi, j'adore me retrouver à zéro et devoir repartir à chaque fois. C'est vraiment ça, mon essence. Ouais. Et donc, je placerai mon coup de cœur autour de ça. Ok. Repartir à zéro même si je suis pas vraiment à zéro, puisque j'ai toujours t'as bien construit, mon univers qui tourne là-bas et qui me donne toute l'énergie pour pouvoir me développer au mieux ici, mais je sais que c'est ça mon essence, moi, en fait. C'est partir de zéro et apprendre. Eh ben, écoute, content que tu le fasses avec nous, en tout cas. Content que tu nous aies choisis, content que tu sois là. Tu aurais pu aller au Sénégal, tu aurais pu aller au Bénin, là, qui fait beaucoup de promos en ce moment. Donc, voilà. C'est vrai. On est content que tu sois là, sache-le. Et écoute, comme je dis souvent aux gens, que les caméras étaient là ou non, ça aurait été un plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Franchement, moi, c'est pour ça qu'on fait ça. Merci beaucoup. Merci à toi, frérot. Ciao tout le monde. Pour finir, n'oubliez pas, voilà, non, parce qu'il ne faut pas oublier l'appel à l'action, les gars. On a parlé de BRVM, on a parlé d'investissement, on a parlé d'éducation financière. Si tu veux vraiment comprendre comment ça se passe, si aujourd'hui tu es quelqu'un qui gagne un peu ta vie, qui gagne de l'argent, et qui n'a jamais pris le temps de t'intéresser à ce monde de l'investissement, prends ton appel gratuit, d'accord ? C'est gratuit. Tu auras déjà les premiers conseils et tu sauras si oui ou non tu as la possibilité, au-delà de t'enrichir, de te remettre au centre. De te remettre au centre pour pouvoir mettre l'argent à ton service. On se dit à ciao tout le monde. Peace. Il y en a qui disent l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi je dis que l'argent ça peut être la guerre des nerfs si on n'en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, de gérer ça intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens, c'est une révolution vouée à l'échec. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il n'est pas au courant qu'il est en featuring. C'est ça le plus violent. C'est pour ça que nous, dans nos communautés, on souffre le plus. Parce qu'un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. L'éducation financière, c'est pour tout le monde. Et en fait, même dans un couple, en fait, la femme, elle devrait proposer une gestion, l'homme devrait proposer la sienne, et du coup, on devrait faire une réunion pour savoir qui a raison et comment on s'entend. Aujourd'hui, je sais que la Nekao School représente vraiment, à mes yeux, et j'espère que ce sera aussi à vos yeux, le Harvard de l'éducation financière française.